Le Mistral souffle ce matin sur la Provence, un vent glacial et impitoyable qui siffle à travers les volets en bois de chêne du Vieux-Mât. C'est une journée rare, une de ces journées où le ciel, d'habitude d'un bleu-azur insolent, s'est couvert d'un voile gris-perle, promettant peut-être la première neige de l'année. Pour Madame Claire, 70 ans, ce froid n'est pas une nuisance. Au contraire, c'est le signal que le temps est venu. Le temps des retrouvailles, le temps du pardon, le temps de Noël. À l'intérieur du manoir des Lavandes, une bâtisse du XVIIIe siècle aux murs de pierre dorée qui a vu passer 4 générations de la famille Dubois, la chaleur est palpable. Non seulement grâce à l'immense cheminée du salon où crépitent de grosses bûches d'olivier, mais surtout grâce à l'activité frénétique et joyeuse qui règne dans la cuisine. Claire est debout devant son vaste plan de travail en marbre, un tablier fleuri noué autour de sa taille encore fine. Ses mains, marquées par le temps et par des décennies à jouer du piano, pétrissent avec une douceur infinie une pâte sablée. L'air est saturé d'une odeur envoûtante, un mélange de beurre fondu, de sucre caramélisé et surtout de cette vanille de Madagascar qu'elle garde précieusement dans un bocal en verre hermétique. C'est l'odeur de l'enfance, c'est l'odeur du bonheur. « Un peu plus de farine ? Juste un soupçon, comme disait Pierre, murmure-t-elle pour elle-même, un sourire mélancolique étirant ses lèvres. Pierre, son mari, son amour. Parti il y a 5 ans, emporté par une maladie qui l'a consumé trop vite, le laissant partir avant qu'il n'ait pu réaliser leur rêve de voyager en Italie une dernière fois. Depuis sa mort, la grande maison semble parfois trop vaste, trop silencieuse. Les échos des rires d'autrefois se sont estompés dans les longs couloirs. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Isabelle arrive. Isabelle, sa fille unique, sa fierté, sa petite princesse qui est devenue une femme d'affaires redoutable à Paris. Claire s'arrête un instant, ses mains couvertes de farine suspendues au-dessus du bol. Elle regarde par la fenêtre de la cuisine qui donne sur l'allée de gravier bordée de cyprès centenaires. Rien encore, juste le vent qui courbe la cime des arbres. Elle ressent une pointe d'anxiété dans sa poitrine, un serrement familier qu'elle essaye d'ignorer. Isabelle a changé ces dernières années. Les appels se sont faits plus rares, plus courts, plus pragmatiques. Les conversations ne tournent plus autour de la vie, des rêves ou des souvenirs, mais autour des obligations, du temps qui manque, de l'argent. Et puis il y a Lucas, son mari. Claire secoue la tête pour chasser cette pensée négative. C'est Noël, il faut être positif. Elle reprend le pétrissage. Elle se souvient de l'époque où Isabelle était petite. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Elle s'asseyait sur le comptoir, ses petites jambes se balançant dans le vide, et elle volait des morceaux de pâte crue quand Claire avait le dos tourné. « Maman, quand je serai grande, je ferai des gâteaux pour toi tous les jours », disait-elle avec cette voix cristalline qui faisait fondre le cœur de Pierre. Où est passée cette petite fille ? Claire soupire, essuyant une mèche de cheveux gris qui s'est échappée de son chignon. Elle place la pâte au frais et commence à préparer le glaçage. Elle a tout préparé dans les moindres détails. La chambre d'amis, celle avec la vue sur les vignes endormies, est prête. Les draps en lin ont été lavés à la lavande et repassés avec soin. Elle a même acheté le vin préféré de Lucas, un Châteauneuf du Pape hors de prix, bien qu'elle trouve cet homme incapable d'apprécier la subtilité d'un bon villemage. Elle fait cela pour Isabelle, pour qu'Isabelle soit heureuse, pour qu'Isabelle voie que sa mère fait des efforts. L'horloge du grand hall sonne 14 heures. Il devrait être là. Le retard l'inquiète. Et si la route était glissante ? Et s'ils avaient eu un accident ? Le tempérament de mère protectrice reprend le dessus. Elle s'essuie les mains sur un torchon brodé et se dirige vers le salon pour vérifier, pour la 10e fois, si tout est parfait. Le sapin trône au milieu de la pièce, majestueux, touchant presque les poutres apparentes du plafond. Il est décoré avec les boules en verre soufflé que Pierre achetait chaque année au marché de Strasbourg. Chaque décoration a une histoire. Chaque guirlande est un souvenir. Claire remet en place un petit ange doré qui penche un peu trop vers la gauche. Soudain, le bruit caractéristique de pneus crissant sur le gravier se fait entendre. Le cœur de Claire fait un bond dans sa poitrine. Ils sont là. Elle se précipite vers l'entrée, s'arrêtant juste devant le grand miroir doré pour lisser sa robe en laine bordeaux et vérifier son apparence. Elle veut être belle pour sa fille. Elle veut montrer qu'elle tient le coup, qu'elle n'est pas juste une vieille femme isolée dans sa campagne. Elle ouvre la lourde porte d'entrée avant même qu'ils aient eu le temps de sonner. Le froid s'engouffre dans le hall, mordant, mais Claire ne le sent pas. Ses yeux sont rivés sur la voiture qui vient de se garer devant le perron. Ce n'est pas une voiture familiale. C'est un SUV noir, massif, aux vitres teintées, une machine agressive qui jure avec la douceur du paysage provençal. Le moteur se coupe dans un silence presque religieux.
La portière conducteur s'ouvre et Lucas en sort. Grand, mince, vêtu d'un costume italien sous un manteau de cachemire beige, il a l'allure d'un mannequin de magazine. Mais ses yeux ont toujours cette lueur calculatrice que Claire n'a jamais aimée. Il regarde la façade de la maison non pas comme on regarde un foyer accueillant, mais comme un architecte inspecte un bâtiment à rénover ou à démolir. « Bonjour Lucas !» lance Claire avec un enthousiasme qu'elle espère communicatif. Il se contente d'un hochement de tête distrait en contournant la voiture. « Bonjour Claire. Il fait un froid de canard ici. Vous devriez penser à isoler cette toiture. » Pas de « comment allez-vous ?» Pas de « joyeux Noël ?» Juste une critique immédiate déguisée en conseil. Claire encaisse sans ciller, gardant son sourire figé. C'est alors que la porte passager s'ouvre et qu'Isabelle apparaît. Claire sent son souffle se couper. Sa fille est magnifique, certes. Elle porte un ensemble tailleur gris-perle d'une coupe impeccable, des bottes en cuir noir qui claquent sur le pavé, et ses cheveux blonds sont coiffés dans un carré strict qui ne laisse dépasser aucune mèche rebelle. Mais elle est pâle, terriblement pâle. Et il y a dans son regard une dureté nouvelle, une sorte de muraille invisible qu'elle a érigée entre elle et le monde. « Ma chérie !» s'exclame Claire en ouvrant les bras, s'avançant pour l'étreindre. Isabelle se laisse faire, mais son corps reste rigide. C'est comme étreindre une statue de marbre. Elle ne rend pas l'étreinte, elle garde ses bras le long du corps, son sac à main de luxe serré dans son poing comme une arme. Elle se recule rapidement, évitant le regard de sa mère. « Bonjour, maman !» dit-elle d'une voix neutre, presque mécanique. « Tu as minci. Tu manges correctement ?»« Oh, tu sais, je cuisine moins pour moi toute seule, mais je me porte bien, » répond Claire, tentant d'y garder la légèreté. « Allez, ne restez pas dehors, vous allez attraper la mort. Entrez, entrez, j'ai fait du feu et les sablés sont au four. » Ils entrent dans le hall. Lucas dépose les valises, 2 valises en cuir de marque bien trop petites pour un séjour prolongé, au pied de l'escalier majestueux en fer forgé. Il ne retire pas son manteau. Isabelle non plus. Ils restent là, au milieu de l'entrée, comme des étrangers dans un musée, mal à l'aise, déplacés. Claire ferme la porte, enfermant la chaleur à nouveau, espérant que cela suffira à dégeler l'atmosphère. « Vous voulez quelque chose à boire ? Un chocolat chaud, un vin chaud, ou peut-être juste un thé ?» propose-t-elle en les guidant vers le salon. « De l'eau suffira », coupe Lucas, en s'asseyant dans le fauteuil en cuir patiné qui était autrefois celui de Pierre. Il croise les jambes et sort son téléphone portable, vérifiant ses emails comme s'il était au bureau et non en vacances de Noël. Isabelle reste debout près de la fenêtre, regardant le jardin d'hiver où les rosiers sont en dormance. Elle semble ailleurs, perdue dans des pensées sombres. Claire sent la panique monter. Ce n'est pas comme ça qu'elle avait imaginé ces retrouvailles. Elle avait imaginé des rires, des confidences, de la chaleur humaine. À la place, elle a l'impression d'avoir invité 2 inspecteurs des impôts. Claire revient avec un plateau d'argent portant des verres d'eau et une petite assiette de sablé encore tiède. L'odeur de la vanille embaume la pièce, luttant contre l'odeur aseptisée du parfum coûteux d'Isabelle. « Tenez », dit Claire en posant le plateau sur la table basse en bois massif. « C'est la recette de grand-mère, celle que tu aimais tant, Isabelle. » Isabelle tourne la tête lentement. Elle regarde les biscuits dorés, saupoudrés de sucre glace, et pendant une fraction de seconde, une lueur d'émotion traverse ses yeux bleus. Un souvenir, peut-être, une nostalgie. Mais cette lueur est immédiatement écrasée par le masque froid qu'elle porte. « Je ne mange plus de sucre, maman. C'est mauvais pour la peau et pour la ligne, » dit-elle sèchement. « Juste un pour Noël, » insiste doucement Claire. « Non, maman. Quand je dis non, c'est non. S'il te plaît, n'insiste pas. » Le ton est cassant, disproportionné. Claire recule légèrement, blessée. Elle s'assoit sur le canapé en face d'eux, joignant ses mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Le silence retombe, lourd, pesant. On n'entend que le crépitement du feu et le tic-tac de l'horloge grand-père. Lucas rend enfin son téléphone dans sa poche intérieure. Il regarde Isabelle, un regard insistant, presque impératif. Isabelle soupire. Elle semble épuisée, vidée. Elle prend une grande inspiration, comme un plongeur avant de sauter dans une eau glacée. « Maman ?» commence-t-elle, sa voix légèrement tremblante avant de se raffermir. « Nous ne sommes pas venus juste pour les vacances. Lucas et moi, nous devons te parler de quelque chose d'important. » Claire sent son estomac se nouer. L'instinct maternel, ce 6e sens qui ne trompe jamais, lui hurle qu'un danger approche. Elle regarde sa fille, cherchant une trace de douceur,
une trace de compassion, mais elle ne trouve qu'une détermination froide, dictée par l'homme assis à côté d'elle. « De quoi s'agit-il » demande Claire, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Est-ce que tu es enceinte ?» L'espoir, cet idiot d'espoir, jaillit malgré tout. Lucas laisse échapper un petit rire sec, sans joie. « Non, Claire, Dieu merci, non. Les enfants ne sont pas dans nos plans actuels. Ils sont un frein à la carrière, et notre style de vie ne le permet pas, » dit Lucas avec un dédain qui gifle Claire en plein visage. Isabelle jette un regard noir à son mari, mais ne le contredit pas. Elle se penche vers son sac à main posé sur le sol. Elle en sort un dossier cartonné bleu. Un dossier épais, officiel. Le bruit du papier frottant contre le cuir du sac résonne anormalement fort dans le silence du salon. « C'est à propos de la maison, maman », dit Isabelle en posant le dossier sur la table, juste à côté des biscuits rejetés. Elle ne regarde pas sa mère dans les yeux, elle regarde le dossier. « La maison ?» répète Claire, ne comprenant pas. « Qu'est-ce qu'elle a, la maison ? Il y a des réparations à faire ? Je sais que la toiture est vieille, comme l'a dit Lucas, mais j'ai mis de l'argent de côté pour… » « Il ne s'agit pas de réparation, Claire, » interrompt Lucas, se penchant en avant, ses coudes reposant sur ses genoux, envahissant l'espace vital de la conversation. « C'est à propos de l'avenir, de votre avenir et du nôtre. » Claire regarde alternativement sa fille et son gendre. Elle commence à comprendre, mais son esprit refuse d'accepter l'inacceptable. Cette maison n'est pas juste un tas de pierres, c'est l'héritage des Dubois. C'est là que Pierre est né, c'est là qu'il est mort, c'est là qu'Isabelle a fait ses premiers pas. Chaque mur contient une mémoire, chaque arbre du jardin a un nom. « Je ne comprends pas », murmure Claire. Isabelle ouvre le dossier. Elle en sort des papiers couverts de textes juridiques denses, de tampons et de signatures. Elle en extrait une feuille en particulier et la fait glisser vers Claire. « Tu te souviens de ces papiers que nous avons signés l'année dernière ?» demande Isabelle. « Quand tu étais malade, après ta grippe, tu t'inquiétais de la gestion administrative si jamais il t'arrivait quelque chose. » Claire plisse les yeux. Elle se souvient vaguement. Elle était faible, fiévreuse. Isabelle était venue, si gentille, si serviable, avec un notaire ami de Lucas. Il lui avait dit que c'était pour une procuration administrative, pour l'aider à payer les factures si elle était hospitalisée. Elle avait signé. Elle avait confiance. C'était sa fille. « Oui, je me souviens, » dit Claire lentement. « C'était pour que tu puisses gérer mes comptes si j'étais incapable de le faire. » « Pas exactement, » intervient Lucas avec un sourire qui ressemble à une grimace. « C'était une donation-partage anticipée avec usufruit réversible, mais avec une clause spécifique de gestion majoritaire pour le nu propriétaire en cas de, disons, de nécessité économique. » Le jargon juridique flotte dans l'air, incompréhensible et menaçant. « Parle français, Lucas », s'emporte soudain Claire, sentant la colère monter au-dessus de la peur. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Isabelle lève enfin les yeux vers sa mère. Il n'y a pas de larmes, juste une fatigue immense et une froideur résignée. « Cela signifie, maman, que je suis légalement la propriétaire majoritaire de cette maison, et Lucas et moi, nous avons décidé de la vendre. » Le mot tombe comme une guillotine. Vendre. Le monde de Claire s'arrête. Le crépitement du feu semble s'éloigner. Le visage de sa fille devient flou. « Vendre ?» répète-t-elle, la voix brisée. « Mais c'est ma maison. C'est votre maison de famille. Où irais-je? Je vis ici. Pierre est partout ici. » Le marché est au plus haut, Claire, explique Lucas comme s'il parlait à un enfant lent d'esprit. Un investisseur américain cherche une propriété viticole authentique en Provence pour en faire une hôtel de luxe. Il offre 1,5 million d'euros. C'est une offre qui ne se refusera pas. Avec ta part, nous pourrons te placer dans la meilleure résidence seigneur de la région, les Magnolias, c'est très réputé. Il y a des activités, du personnel médical, tu ne seras plus seul à gérer cette ruine. Une résidence senior, une maison de retraite. Ils veulent l'enfermer, ils veulent se débarrasser d'elle pour de l'argent. Claire regarde Isabelle, cherchant un démenti. « Isabelle, dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que tu ne vas pas faire ça. C'est la maison de ton père. » Isabelle durcit son regard. Elle semble puiser dans une réserve de cruauté qu'elle tenait cachée. « Papa est mort, maman. Il est mort. Et garder cette maison pour des fantômes est ridicule. Nous avons besoin de cet argent. Lucas a une opportunité d'investissement incroyable à Paris, et nous voulons acheter un appartement sur l'avenue Foch. Nous avons besoin de liquidités, maintenant. » « Tu me mets à la rue pour un appartement à Paris ?» Claire se lève, ses jambes tremblantes manquant de se dérober sous elle. « On ne te met pas à la rue, on te place en sécurité, » corrige Lucas en se levant aussi, dominant Claire de toute sa hauteur.
Et l'acte de vente est déjà prêt. L'agent immobilier passe demain matin pour l'inventaire. Demain? Mais c'est Noël dans 2 jours, crie Claire, les larmes commençant à couler sur ses joues ridées. Justement, dit Isabelle en se levant à son tour, ramassant son sac. Elle ne regarde plus sa mère, elle regarde le mur ou peut-être l'avenir brillant qu'elle imagine sans le fardeau de son passé. Considère ça comme un nouveau départ, maman, c'est mieux pour tout le monde. Claire regarde ces 2 étrangers dans son salon, elle regarde les sablés refroidis sur la table, symbole d'un amour maternel qui vient d'être piétiné. Elle réalise soudain que la petite fille qui voulait faire des gâteaux pour elle n'a plus paru depuis longtemps. À sa place, il y a un monstre créé par l'ambition et un homme avide. Le vent dehors hurle plus fort, frappant contre les vitres comme pour avertir Claire que l'hiver vient d'entrer dans sa maison et qu'il ne repartira plus. « Je ne signerai pas », dit Claire tentant de rassembler les miettes de sa dignité. Lucas sourit, un sourire carnassier qui révèle toutes ses dents. Il tapote le dossier bleu. « Tu n'as pas besoin de signer, Claire. Comme je l'ai dit, tu l'as déjà fait l'année dernière. Tout est légal. Tu as 48 heures pour emballer tes affaires personnelles. Tout le reste sera vendu avec la maison. » Claire s'effondre dans son fauteuil. Elle porte la main à son cœur qui bat la chamade. 48 heures. Le compte à rebours a commencé. Le silence qui suit l'annonce de Lucas n'est pas vide. C'est un silence lourd, dense, une matière visqueuse qui remplit la pièce et étouffe les poumons. Claire a l'impression que le salon, ce cocon chaleureux qu'elle a passé des décennies à décorer et à aimer, est soudainement devenu une salle d'interrogatoire glaciale. Les bûches dans la cheminée continuent de brûler, mais elles ne réchauffent plus rien. Le froid vient de l'intérieur, du plus profond de ses os. Lucas se rassoit, satisfait, comme un avocat qui vient de porter l'estocade finale dans un procès difficile. Il croise ses longues jambes et lisse le pli de son pantalon. Son aisance est obscène. Il est chez elle, il vient de lui annoncer qu'il allait détruire sa vie et il agit comme s'il était le maître des lieux. Claire tourne lentement la tête vers Isabelle. Sa fille, sa chair, celle qu'elle a veillée pendant les nuits de fièvre, celle dont elle a séché les larmes après son premier chagrin d'amour, celle pour qui elle se serait jetée devant un train sans hésiter. Isabelle fixe le tapis perçant, refusant obstinément de croiser le regard de sa mère. C'est cette lâcheté qui fait le plus mal. Si elle avait le courage de la regarder en face, peut-être y aurait-il encore un lien, une humanité. Mais ce regard fuyant confirme le crime. « Isabelle », murmure Claire, sa voix n'est plus qu'un souffle rauque. « Regarde-moi. » Isabelle se crispe, ses jointures blanchissent sur la lanière de son sac à main. « Regarde-moi » crie soudain Claire, une explosion de douleur qui la surprend elle-même. Isabelle lève la tête brusquement. Ses yeux sont secs, brillant d'une détermination fébrile. Elle a érigé un mur de défense, une forteresse de justification qu'elle s'est répétée en boucle pendant le trajet depuis Paris. « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, maman », dit Isabelle d'une voix qui se veut ferme, mais qui trahit une légère vibration. « C'est une décision logique, rationnelle. Tu es seule dans 300 mètres carrés. C'est absurde, c'est du gaspillage. » « Du gaspillage ?» Claire répète le mot comme s'il avait un goût rance. « Mes souvenirs sont du gaspillage ? La roseraie que ton père a plantée l'année de ta naissance, c'est du gaspillage ? Les marques sur le cadre de la porte de la cuisine où nous avons mesuré ta taille chaque année jusqu'à tes 18 ans, c'est du gaspillage ?» Lucas soupire bruyamment, un son exaspéré qui claque comme un coup de fouet. Il se penche vers la bouteille de vin, ce château neuf du pape que Claire avait acheté avec tant d'amour pour lui, et se sert un verre sans demander la permission. Il fait tourner le liquide pourpre dans le cristal, humant l'arôme avec une arrogance insupportable. « Le sentimentalisme ne paye pas les factures, Claire, » dit-il en prenant une gorgée, savourant le vin comme s'il buvait les larmes de sa belle-mère. « Tu vis dans le passé. Le monde avance. L'immobilier en Provence est une bulle spéculative prête à éclater. Nous avons une offre de 1,5 million d'euros sur la table. 1,5 million. Sais-tu combien de temps il faut à Isabelle pour gagner une telle somme avec son salaire, même en tant que cadre ? Des décennies. » Il pose le verre avec un bruit sec juste à côté des papiers maudits. « Nous avons l'opportunité de changer de vie, de devenir de vrais acteurs économiques à Paris. Et toi, tu t'accroches à de vieilles pierres qui prennent l'humidité. C'est de l'égoïsme pur. » « De l'égoïsme ?» Claire se lève, tremblante de rage. « J'ai travaillé toute ma vie. J'ai élevé Isabelle seule après la maladie de Pierre, pendant que je travaillais à 2 endroits pour payer ses études de commerce. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai tout donné.
Et maintenant, vous voulez me prendre mon toit ? Ce n'est plus ton toit, coupe Lucas, sa voix devenant tranchante comme un rasoir. Légalement, c'est le nôtre. Tu n'es plus qu'une occupante à titre gracieux. Et franchement, Claire, regarde-toi. Tu as 73 ans. Tu commences à oublier des choses. Le jardin est en friche. La dernière fois qu'on est venu, il y avait de la poussière sur les cadres. Tu n'es plus capable de gérer ça. La maison de retraite Les Magnolias est ce qu'il te faut. C'est la salle d'attente de la mort, certes, mais au moins c'est une salle d'attente confortable. Cette cruauté gratuite, cette façon de la réduire à un objet périmé, frappe Claire en plein cœur. Elle se sent nue, vulnérable, vieille. Est-ce ainsi que le monde la voit, comme un déchet encombrant ? Elle se tourne vers Isabelle, cherchant désespérément une étincelle de la fille qu'elle a connue. « Isabelle, ton père, il a construit la terrasse de ses propres mains. Il disait toujours « Cette maison sera le refuge d'Isabelle si jamais la vie est dure avec elle. » Il voulait que tu aies une sécurité, pas que tu la vendes au plus offrant pour satisfaire les caprices d'un mari qui… « Ne parle pas de Philippe, hurle Isabelle, se levant d'un bond, renversant presque la table basse. La violence de sa réaction fige Claire. Isabelle respire fort, sa poitrine se soulevant rapidement sous son chemisier de soie. Son visage est déformé par une colère qui semble venir de loin, une colère nourrie par des années de frustration non dite. « Tu parles toujours de papa, papa par-ci, papa par-là », crie Isabelle, les larmes de rage aux yeux. « Mais papa n'est plus là, et toi tu es là, à pourrir dans ce mausolée, à attendre que je vienne jouer la fille parfaite pour Noël. J'en ai assez, maman, j'en ai assez de porter le poids de tes souvenirs. Je veux vivre ma vie, je veux mon luxe, je veux que Lucas soit fier de moi, qu'on soit un couple puissant, et pour ça, j'ai besoin de cet argent. » « Alors tu vends ta mère pour de l'argent ?» demande Claire doucement. La vérité est là, nue, hideuse. Isabelle ne répond pas. Elle marche nerveusement vers la cheminée, là où trônent les photos de famille. Elle saisit un cadre en argent. C'est une photo prise il y a 30 ans. Claire, Pierre et Isabelle bébé, riant aux éclats sous le grand chêne du jardin. C'était l'image du bonheur parfait. Isabelle regarde la photo. Ses mains tremblent. « Tu penses que ça, c'est la réalité ?» dit Isabelle en montrant la photo. « C'est juste du papier jauni. »« C'est notre histoire, Isabelle, » supplie Claire, faisant un pas vers elle. « Ne fais pas ça. » Lucas observe la scène depuis son fauteuil, un petit sourire en coin, comme s'il regardait un spectacle divertissant. Il ne bouge pas pour calmer sa femme. Au contraire, son silence l'encourage. « L'histoire est finie, » dit Isabelle froidement. D'un geste sec, violent, elle ouvre le cadre à l'arrière. Le verre tombe et se brise sur le carrelage avec un bruit cristallin qui résonne comme un coup de feu. Elle sort la photo. « Non !» crie Claire, s'élançant. Mais c'est trop tard. Sous les yeux horrifiés de sa mère, Isabelle déchire la photo en deux. Le bruit du papier épais qui se déchire est le son le plus atroce que Claire ait jamais entendu. C'est le son d'un cordon ombilical qui se rompt définitivement. Isabelle ne s'arrête pas là. Elle déchire les moitiés en quarts, puis en huitièmes, réduisant 30 ans d'amour en confettis inutiles. Elle jette les morceaux dans le feu de la cheminée. Les flammes lèchent le papier glacé. Les visages souriants de Pierre et de Claire noircissent, se recroquevillent et disparaissent en fumée. « Voilà, » dit Isabelle, se tournant vers sa mère, le visage vide de toute émotion. « C'est fait. Il n'y a plus de passé. Maintenant, il n'y a que le futur. Et le futur, c'est la vente. » Claire s'arrête net. Elle regarde les cendres dans l'âtre. Quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas son cœur. C'est quelque chose de plus fondamental. C'est l'illusion que l'amour inconditionnel est réciproque. C'est l'illusion qu'être une bonne mère garantit d'avoir une bonne fille. Elle redresse lentement le dos. Elle essuie une larme solitaire qui coulait sur sa joue. Soudain, sa posture change. Elle ne semble plus aussi fragile. La douleur est toujours là, immense, mais elle est maintenant doublée d'une dignité glaciale. Elle regarde sa fille, non plus comme un enfant à protéger, mais comme une étrangère dangereuse. « Très bien, » dit Claire. Sa voix est calme, terrifiante de calme.
Tu as brûlé tes souvenirs. J'espère que les cendres te tiendront chaud quand l'hiver viendra pour toi, Isabelle. Lucas se lève, sentant le changement d'atmosphère. Il n'aime pas ce calme. Il préfère quand Claire est hystérique ou suppliante. Bon, assez de mélodrame, dit-il en consultant sa montre Rolex. L'agent immobilier sera là demain, à 9 heures précises, pour les photos du catalogue de luxe. La maison doit être impersonnelle. Plus de photos, plus de bibelots religieux, plus de napperons en dentelle. On doit vendre un potentiel, pas la maison d'une grand-mère. Il s'avance vers Claire, envahissant son espace personnel pour l'intimider physiquement. Et comme je l'ai dit, 48 heures. Jeudi matin, après la signature chez le notaire, les serrures seront changées. L'investisseur veut les clés immédiatement pour commencer les travaux de démolition des cloisons intérieures dès janvier. Démolition ? Claire sent un nouveau coup de poignard. Ils vont casser l'intérieur ? Ils vont tout refaire. Moderne, minimaliste, spa, jacuzzi, suite présidentielle. Tout ce vieux bois, il tape du poing sur une commode Louis XV, ça part à la benne. Isabelle a repris sa place près de Lucas. Elle a remis son masque de femme d'affaires implacable, bien que ses mains tremblent encore légèrement. Commence tes cartons ce soir, maman. Ne nous oblige pas à engager une entreprise de débarras pour jeter tes affaires. Ce serait humiliant pour toi. Humiliant, répète Claire. Tu parles d'humiliation alors que tu mets ta mère à la porte à la veille de Noël ? C'est ton choix, Claire, intervient Lucas. Tu aurais pu accepter la résidence senior avec le sourire. On aurait pu passer un bon Noël. Mais tu préfères jouer la victime. Alors, joue, mais fais tes valises. Lucas prend le bras d'Isabelle. Viens, chérie, on va aller dîner en ville. L'odeur de cette maison me donne la nausée. Ça sent la poussière et la vieillesse. Il se dirige vers la sortie, laissant Claire seule au milieu de son salon dévasté. Les débris de verre du cadre photo scintillent sur le sol comme des diamants brisés. Avant de franchir la porte, Isabelle s'arrête, mais ne se retourne pas. Le camion des déménageurs pour la résidence passe jeudi à 14 heures. Sois prête. La lourde porte d'entrée claque. Le bruit résonne dans toute la maison vide. Le silence revient, mais cette fois, c'est le silence de la mort. Claire reste immobile pendant de longues minutes. Elle regarde ses mains. Ses mains qui ont soigné, nourri, caressé. Ses mains qui, selon sa fille, ne sont plus bonnes qu'à faire des cartons. Elle se dirige lentement vers la fenêtre. Elle voit le SUV noir démarrer en trombe, projetant des graviers, et disparaître dans l'allée sombre. Elle se retourne vers la table basse. Le dossier bleu est toujours là, l'acte de trahison. Elle marche vers la cuisine. L'odeur de la vanille est toujours là, ironique, persistante. Elle voit les sablés qu'elle a préparés avec tant d'amour. Elle en prend un, le porte à sa bouche, mais elle ne peut pas avaler. Elle le repose. Elle ne pleure plus. Ses larmes sont taries. À la place, une froideur lucide s'installe. Elle pense à Pierre. Elle pense à ce qu'il aurait fait. Pierre était un homme bon, mais il était aussi un homme juste. Il croyait au karma. Il croyait que chaque action a une conséquence. Claire lève les yeux vers le ciel, comme si elle pouvait voir à travers les poutres, à travers le toit gris jusqu'au ciel gris. « Tu as entendu ça, Pierre ?» murmure-t-elle dans la maison vide. « Ils m'ont donné 48 heures. » Un étrange sourire, triste et mystérieux, effleure ses lèvres. 48 heures. C'est suffisant. C'est suffisant pour changer le destin. Elle se dirige vers l'escalier pour monter dans sa chambre. Elle ne va pas faire ses valises pour la maison de retraite. Elle va chercher la clé de son petit coffre-fort personnel, celui caché derrière la penderie, celui dont Isabelle et Lucas ignorent l'existence, celui qui contient un secret bien plus précieux que cette maison. La guerre est déclarée, et ils viennent de sous-estimer l'adversaire le plus dangereux qui soit, une mère qui n'a plus rien à perdre. La nuit est tombée sur le manoir des Lavandes, une nuée d'encre sans étoiles, comme si le ciel lui-même portait le deuil de ce qui se passait en bas. Dans sa chambre, éclairée par la seule lueur d'une petite lampe de chevet aux pieds en porcelaine ébréchée, Claire est à genoux. Devant elle, une valise ouverte, une vieille valise en cuir marron, celle-là même qu'elle et Pierre avaient achetée pour leur voyage de noces à Venise, il y a 45 ans. Le cuir est usé, griffé par les aéroports et les gares, mais il tient bon, comme elle. Claire ne pleure pas,
Elle a dépassé le stade des larmes. Elle est entrée dans une zone de transe mécanique, un état de survie où chaque geste doit être calculé pour ne pas s'effondrer. Elle plie un pull en laine gris. Elle le pose dans la valise. Elle lisse les plis. Elle prend une écharpe en soie. Elle la plie. Elle la pose. C'est une chorégraphie macabre. Comment faire tenir 73 ans de vie dans 20 kilos de bagages autorisés par la résidence senior? Comment choisir entre le livre de poésie que Pierre lui lisait le soir et l'album photo de la première communion d'Isabelle? Soudain, la porte de la chambre s'ouvre sans qu'on frappe. C'est Lucas. Il tient une liste à la main, un stylo coincé derrière l'oreille, l'air affairé d'un commissaire-priseur. « Je viens vérifier ce que tu emportes », dit-il sans préambule, entrant dans la pièce avec ses chaussures de ville qui claquent sur le parquet ancien. Claire se fige, un chemisier de dentelle blanche à la main. « Ce sont mes vêtements, Lucas, juste mes vêtements. » Lucas s'approche de la valise, penche la tête, fouille du bout des doigts avec un dégoût non dissimulé, comme s'il craignait d'être contaminé par la pauvreté. Il soulève une petite boîte à bijoux en velours nuit noire qui était posée au fond. « Et ça ?» demande-t-il. « Ce sont mes bijoux, » répond Claire, sentant une bouffée de chaleur monter à ses joues. « La broche de ma mère, mon alliance, le collier de perles que… » « Le collier de perles ?» coupe Lucas. Il ouvre la boîte, sort le collier. Les perles brillent doucement sous la lumière jaune. Ce sont des perles de culture, Claire. D'après l'inventaire de l'assurance que nous avons consulté, ce collier fait partie des biens meubles de valeur attachés à la succession. Claire se relève péniblement, ses genoux craquant sous l'effort. Elle le regarde, incrédule. « Tu plaisantes ? C'est le cadeau de Pierre pour nos 30 ans de mariage. Il n'a rien à voir avec la maison. » « Techniquement, si, » rétorque Lucas, en remettant le collier dans sa poche de pantalon, comme on confisque un jouet à un enfant désobéissant. L'acte de donation que tu as signé inclut le mobilier et les objets de valeur présents dans la résidence. Nous devons vendre tout ce qui a de la valeur pour maximiser le capital. Tu n'auras pas besoin de perles à la maison de retraite, Claire. On te les volerait de toute façon. C'est pour ton bien. Il lui vole ses souvenirs et appelle ça de la protection. Claire a envie de hurler, de le griffer, de reprendre ce qui est à elle. Mais elle voit l'ombre dans le couloir. Isabelle. Sa fille est là, appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, le regard fixé sur le vide. Elle a entendu, elle a tout entendu. Elle a vu son mari humilier sa mère, la dépouiller de ses derniers trésors sentimentaux. Et elle ne dit rien. Elle ne bouge pas. « Isabelle !» appelle Claire, sa voix brisée par l'incompréhension. « Tu vas laisser Lucas prendre le collier de papa ?» Isabelle ferme les yeux un instant, une grimace de douleur traversant son visage parfait, vite effacée. « Lucas a raison, maman, » dit-elle en voix monocorde, une voix de robot. « Tu n'en auras pas l'usage, et nous avons besoin de chaque euro pour l'appartement à Paris. S'il te plaît, ne fais pas d'esclandre. » Claire regarde sa fille et réalise avec horreur qu'Isabelle n'est plus là. L'enfant qu'elle a élevé a été dévoré par cette femme froide, esclave de son ambition et de son mari toxique. « Garde-le, » dit Claire, se rasseyant sur le lit, le dos voûté. « Garde tout, prends les bijoux, prends les meubles, prends les murs, si c'est le prix à payer pour voir à quel point vous êtes devenu pauvre d'esprit. » Lucas ricane, satisfait de sa petite victoire. « Parfait, je repasserai demain matin pour vérifier les fermetures des valises. Bonne nuit, Claire. Dors bien, c'est ta dernière nuit dans un vrai lit avant le lit médicalisé. » Il sort, emportant le collier. Isabelle reste un instant, hésitante. Elle semble vouloir dire quelque chose, peut-être une excuse, peut-être un adieu. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne sort. Elle tourne les talons et suit son mari. Claire reste seule. Le silence revient, encore plus lourd qu'avant. Elle se lève lentement et se dirige vers la penderie. Elle pousse les vieux manteaux d'hiver qui sentent la naphtaline. Au fond, dissimulé derrière une plainte amovible qu'elle seule connaît, il y a le petit coffre-fort mural. Elle compose le code 14 07 85. La date de naissance d'Isabelle. Ironique. La petite porte en métal s'ouvre avec un cliquetis discret. Dans l'intérieur, il n'y a pas de bijoux. Lucas les a déjà pris. Il n'y a pas de liasse de billets. Il y a une enveloppe blanche, simple, banale. Claire la prend. Ses mains tremblent non plus de peur, mais d'une émotion étrange, un mélange de vertige et de puissance. Elle ouvre l'enveloppe. Dans l'intérieur, un reçu de la Française des Jeux et une lettre de confirmation officielle datée de la semaine dernière. Gain, 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Elle avait joué les numéros de Pierre, par superstition, le jour de l'anniversaire de sa mort.
Elle voulait gagner pour offrir à Isabelle la vie de ses rêves, pour payer les dettes qu'elle soupçonnait Lucas d'avoir, pour assurer l'avenir de ses futurs petits-enfants. Elle voulait leur annoncer la nouvelle le soir de carême, autour de la dinde, voir les yeux d'Isabelle briller, voir Lucas enfin détendu. C'était son cadeau. Elle regarde le papier. Ce n'est plus un cadeau, c'est une arme. « Vous voulez l'argent de la maison ?» murmure-t-elle dans l'obscurité. « Vous vous battez pour des miettes, alors que j'avais le festin dans ma poche. » Elle remet le papier dans l'enveloppe. Elle ne la met pas dans la valise. Elle la glisse dans la poche intérieure de son manteau, contre sa poitrine. C'est le seul secret qu'ils ne lui prendront pas ce soir. Le lendemain matin, le ciel est bas, d'un blanc laiteux qui annonce la neige imminente. Le taxi est là, une berline grise anonyme qui attend dans l'allée, le moteur tournant, crachant une fumée blanche dans l'air glacial. Claire descend l'escalier pour la dernière fois. Elle porte son manteau de laine bouillie, son chapeau cloche, et elle tient sa valise à la main. Elle refuse que Lucas porte ses bagages. Elle refuse qu'il touche encore à quelque chose qui lui appartient. Dans le hall, Isabelle et Lucas l'attendent. Lucas a déjà les clés de la maison en main, les faisant teinter avec impatience. Isabelle regarde ses chaussures. « Le taxi est payé pour la course jusqu'à la résidence », dit Lucas, consultant sa montre. « Tu as de la chance, on t'a pris la formule confort. » Claire pose sa valise au sol. Elle ne regarde pas Lucas. Elle regarde Isabelle. Elle s'avance vers sa fille, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Elle peut sentir l'odeur de son parfum, le même qu'elle lui avait offert pour son anniversaire l'année dernière. « Isabelle ?» dit Claire doucement. Isabelle lève les yeux. Ils sont rouges. Elle a pleuré ? Peut-être. Ou peut-être est-ce juste la fatigue. « Au revoir, maman », dit Isabelle, la voix étranglée. « C'est mieux comme ça. Tu verras. Tu seras bien là-bas. » Claire lève la main. Isabelle a un mouvement de recul, comme si elle s'attendait à une gifle. Mais Claire ne la frappe pas. Elle pose doucement sa main sur la joue de sa fille. Sa peau est froide. « Je ne pleure pas pour ma maison, Isabelle », dit Claire, sa voix résonnant avec une clarté surnaturelle dans le hall vide. « Une maison, ce ne sont que des pierres. On peut en acheter d'autres. » Elle retire sa main, comme si elle avait touché quelque chose de brûlant. « Je pleure parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu ma fille. Et ça, aucune somme d'argent ne pourra jamais la racheter. » Isabelle vacille. Une fissure apparaît dans son masque. « Maman, arrête !»« Non, écoute-moi bien, » continue Claire, se tournant cette fois vers Lucas, le fixant droit dans les yeux avec une intensité qui fait reculer le gendre arrogant d'un pas. « Vous pensez que vous avez gagné. Vous pensez que vous me mettez à la porte comme un vieux chien malade. Vous pensez que cette vente est votre ticket pour la richesse. » Elle a un petit rire, sec, sans joie, qui glace le sang de Lucas. Elle tapote doucement sa poitrine, là où repose l'enveloppe de 15 millions d'euros. « Mais la vie a un sens de l'humour très cruel, Lucas. Vous ne me mettez pas dehors. En réalité, c'est votre propre chance que vous venez de jeter à la rue. Et croyez-moi, quand vous réaliserez ce que vous avez fait aujourd'hui, le froid que je ressens maintenant vous paraîtra être une douce chaleur comparée à l'hiver qui vous attend. » Lucas fronce les sourcils, inquiet par le ton prophétique de la vieille femme. « De quoi tu parles ? Tu deviens sénile ?» Claire ne répond pas. Elle ramasse sa valise. Elle a soudain l'air plus grande, plus noble. Elle n'est plus la victime. Elle est la reine en exil. Elle ouvre la porte d'entrée. Le vent glacial s'engouffre, faisant voler les pans de son manteau. Elle ne se retourne pas. Elle ne jette pas un dernier regard au sapin, ni à la cheminée, ni aux photos déchirées. Elle marche vers le taxi, le dos droit, la tête haute. Le chauffeur, d'un certain âge, sort précipitamment pour prendre sa valise. « Bonjour, madame, je vous mets ça dans le coffre ?» demande-t-il gentiment. « Oui, s'il vous plaît », répond Claire avec un sourire triste. Elle monte à l'arrière, la portière claque. C'est le son final, le point final d'un chapitre de 70 ans. À travers la vitre teintée, elle voit Isabelle sortir sur le perron, serrant ses bras contre elle, regardant la voiture partir. Isabelle semble soudain toute petite, perdue dans l'immensité de cette maison qu'elle a volée. Le taxi s'éloigne, crissant sur les graviers. Claire regarde le manoir des Lavandes disparaître dans le rétroviseur, avalé par la brume et les cyprès. « Où allons-nous, madame ? À la résidence Les Magnolias ?» demande le chauffeur en regardant dans le rétroviseur. Claire prend une profonde inspiration. Elle sent l'enveloppe contre son cœur. Elle pense à Lucas, à son arrogance. Elle pense à Isabelle, à sa trahison. Elle pense à la liberté.
Non, dit Claire, fermement. Le chauffeur la regarde surpris. Pardon, Monsieur Lucas m'a donné l'adresse de la résidence. Monsieur Lucas n'est pas dans ce taxi, répond Claire. Elle sort son téléphone portable, un vieux modèle, et compose un numéro, celui de Maître Verrier, son notaire personnel, un vieil ami de Pierre, un homme qui déteste Lucas autant qu'elle. Emmenez-moi à la gare TGV d'Avignon, et ensuite Paris, au Lutetia. J'ai besoin d'une suite, une très grande suite. Le chauffeur hausse les sourcils, mais sourit. Il aime ces gens de clientes. Très bien, madame, en route pour Paris. Alors que la voiture accélère sur la route départementale, les premiers flocons de neige commencent à tomber, recouvrant la Provence d'un linceul blanc. Claire regarde les flocons s'écraser contre la vitre. Elle ne va pas mourir dans une maison de retraite. Elle va vivre, et elle va regarder, de loin, très loin, le château de cartes de sa fille s'effondrer. « Joyeux Noël, Isabelle !» murmure Claire. « Profite de ton cadeau. C'est le dernier que tu auras de moi. » Le TGV fend la campagne française à 300 km/h, transformant les paysages de vignes et de champs en un flou impressionniste gris et vert. Assise en première classe, le front appuyé contre la vitre froide, Claire regarde le monde défiler. Dans son sac à main, posé sur ses genoux comme un bouclier, l'enveloppe brûle toujours, une promesse silencieuse de résurrection. Elle n'a pas répondu aux 3 appels manqués de la résidence Les Magnolias. Elle n'a pas répondu au message vocal agacé de Lucas, demandant si elle était bien arrivée et si elle avait bien pensé à remettre les clés du cabanon de jardin au gardien. Elle a éteint son téléphone. Pour la première fois depuis 45 ans, elle n'est joignable pour personne. Cette sensation de liberté est vertigineuse, presque effrayante, comme sauter d'une falaise sans savoir si le parachute s'ouvrira. Paris l'accueille sous une pluie fine, une bruine élégante qui fait briller les pavés de la gare de Lyon. L'effervescence de la capitale, le bruit des klaxons, l'odeur des pots d'échappement et des crêpes chaudes, tout cela l'agresse et la réveille à la fois. Elle n'était pas venue à Paris depuis les funérailles du frère de Pierre, il y a 10 ans. À l'époque, elle se sentait provinciale, petite, écrasée par la ville. Aujourd'hui, elle se sent différente. Elle a un secret à 15 millions d'euros. Elle ne prend pas le métro. Elle se dirige vers la file des taxis, ignorant la fatigue qui pèse sur ses épaules. « Hôtel Lutetia, boulevard Raspail, s'il vous plaît », ordonne-t-elle au chauffeur. Le chauffeur la regarde dans le rétroviseur. Il voit une vieille dame élégante mais fatiguée, avec une valise usée. Il ne voit pas la millionnaire, pas encore. Le Lutetia, le seul grand hôtel de la rive gauche. Un palais de l'art déco, un lieu de légende où Picasso et Hemingway ont séjourné. C'est un choix délibéré, c'est l'opposé de la maison de retraite. C'est un lieu de vie, de luxe et d'histoire. Lorsque le portier en uniforme ouvre la portière, Claire redresse le dos. Elle entre dans le lobby grandiose sous les lustres de cristal qui diffusent une lumière dorée. L'odeur ici est subtile, un mélange de fleurs fraîches et de cire d'abeille. Elle s'approche de la réception. La jeune femme derrière le comptoir, impeccable dans son uniforme sombre, lui adresse un sourire professionnel, mais légèrement interrogatif, en voyant la valise éraflée. « Bonjour, madame. Bienvenue au Lutetia. Puis-je vous aider ?»« Bonjour, » répond Claire d'une voix ferme. « Je n'ai pas de réservation, mais je souhaite louer une suite, pour une durée indéterminée, peut-être 1 mois, peut-être 2. » La réceptionniste pianote sur son clavier, un sourcil légèrement haussé. « Une suite, madame ? Nous avons la suite junior disponible. Ou peut-être préférez-vous… »« Je veux la suite Eiffel », coupe Claire. Elle se souvient que Pierre lui en avait parlé un jour, en rêvant. La suite avec la terrasse qui regarde la tour Eiffel dans les yeux. La réceptionniste s'arrête de taper. Elle regarde Claire plus attentivement. « La suite Eiffel est l'une de nos suites signatures, madame. Le tarif est de… » Elle hésite, ne voulant pas offenser mais voulant prévenir. De 5 000 € la nuit, et nous demandons une caution substantielle pour les séjours longs sans réservation préalable. Claire ne scie pas. Elle ouvre son sac, sort son chéquier et sa carte bancaire. Elle sait que son compte courant est modeste, mais elle sait aussi ce qui va se passer dans les prochaines heures. « Appelez maître Jacques Verrier, cabinet Verrier et Associés, avenue Montagne, » dit Claire calmement. « Il se portera garant pour moi le temps que mes fonds soient transférés. Dites-lui que c'est Claire Dubois, la veuve d'Henri Dubois. » Le nom de Verrier produit son effet. C'est l'un des avocats les plus respectés de Paris.
La réceptionniste change immédiatement d'attitude. La méfiance fait place à une déférence absolue. Bien sûr, Madame Dubois, je m'en occupe immédiatement. Veuillez nous excuser. Voulez-vous un thé pendant que nous préparons votre chambre? 1 heure plus tard, Claire est assise sur la terrasse de sa suite. Paris s'étend à ses pieds, une mer de toits en zinc gris-bleu percée par la pointe scintillante de la tour Eiffel. Elle a un verre de champagne à la main, du ruinard blanc de blanc. Elle n'a jamais bu seule de sa vie, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Son téléphone personnel, celui qu'elle a rallumé, vibre. Isabelle. Encore. Claire regarde l'écran, elle voit la photo de sa fille qui s'affiche, une photo prise l'été dernier, où Isabelle souriait. Un faux sourire, réalise-t-elle maintenant. Elle ne décroche pas. Elle laisse sonner jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Puis, avec un geste lent et délibéré, elle ouvre le téléphone, retire la carte SIM et la pose sur la table en marbre, à côté de sa coupe de champagne. Elle la regarde comme on regarde un insecte mort. C'est fini. Le cordon est coupé. Le lendemain matin, la véritable offensive commence. Claire a rendez-vous à 10h au cabinet de Maître Verrier. Jacques Verrier est un homme de 60 ans, aux cheveux argentés et au regard perçant derrière des lunettes d'écaille. C'était le meilleur ami de Pierre à l'université. Il a assisté au mariage, au baptême et à l'enterrement. Quand Claire entre dans son bureau, vaste pièce lambrissée d'acajou avec vue sur la Seine, Jacques se lève et contourne son bureau pour l'embrasser chaleureusement. « Claire, ma chère Claire, quand ton appel est arrivé hier soir depuis le Lutetia, j'ai cru à une blague. Que fais-tu à Paris? Et où sont Isabelle et ce mari qu'elle a ?» Claire s'assoit dans le fauteuil en cuir capitonné. Elle pose son sac. Elle a l'air grave. « Isabelle et Lucas sont en Provence, Jacques. Ils vendent la maison. » Jacques s'arrête, stupéfait. « Ils vendent le manoir? Mais c'est impossible. Pierre avait mis des clauses. » Ils ont trouvé une faille. Ou plutôt, ils ont fabriqué une faille, avec des papiers que j'ai signés naïvement quand j'étais malade. Ils m'ont donné 48 heures pour partir. Ils m'ont mise à la porte, Jacques. Ils voulaient me mettre en maison de retraite. Le visage de l'avocat s'assombrit d'une colère froide. C'est ignoble. C'est de l'abus de faiblesse. Claire, on peut attaquer. On peut bloquer la vente. Je peux déposer un référé dès ce matin. On va geler les actifs, contester la signature. Non, dit Claire. Le mot claque dans le bureau feutré. Jacques la regarde, interloqué. Non? Mais Claire, c'est ta maison. Laisse-les la vendre, dit Claire, une lueur dangereuse dans les yeux. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. S'ils vendent la maison, ils coupent le dernier lien qui les rattachait à la décence. Je veux qu'ils aillent au bout de leurs gestes. Mais toi, qui vas te retrouver sans rien? Claire sourit. Elle plonge la main dans son sac et sort l'enveloppe. Elle la pose sur le bureau de cuir vert. Ouvre ça, Jacques. L'avocat prend l'enveloppe, sort le reçu et la lettre de la Française des Jeux. Il ajuste ses lunettes. Il lit, il relit, il lève les yeux vers Claire, la bouche entr'ouverte, le visage blême de choc. 15 millions? Bafouille-t-il. C'est le tirage de la semaine dernière? Oui, je voulais leur faire une surprise pour Noël. Je voulais payer leurs dettes, acheter leur appartement, assurer l'avenir. Sa voix tremble un peu, mais se raffermit vite. Mais ils ont préféré voler la maison plutôt qu'attendre mon cadeau. Alors maintenant, ce cadeau est pour moi. Uniquement pour moi. Jacques repose le papier comme s'il était radioactif. Il se laisse retomber dans son fauteuil, un sourire incrédule commençant à se dessiner sur ses lèvres. Mon Dieu, Claire, Pierre doit rire aux éclats là-haut. C'est le retournement de situation le plus incroyable que j'ai vu en 40 ans de carrière. Je veux que tu encaisses ce gain, Jacques. Je veux que l'argent soit placé sur des comptes sécurisés, intouchables, des trusts, des fonds bloqués, tout ce qu'il faut pour que ni Isabelle ni Lucas ne puissent jamais y mettre un ongle, même après ma mort. Je veux changer mon testament, aujourd'hui. Jacques redevient sérieux, le professionnel reprenant le dessus. Il sort un bloc-notes. Très bien, nous allons créer une structure de gestion de patrimoine. Tu seras la seule bénéficiaire. Mais Claire, concernant Isabelle, tu la déshérites totalement? En France, c'est compliqué avec la réserve héréditaire. Je sais, dit Claire. Laisse-lui le minimum légal, le strict minimum. Mais je veux révoquer la donation que j'avais prévue pour ses futurs enfants, ce fonds Henri Dubois dont nous avions parlé. Annule tout.
Cet argent ira à une fondation caritative. C'est radical, note Jacques en écrivant frénétiquement. Ils ont été radicaux avec moi, Jacques. Ils ont brûlé mes photos, ils ont jeté mes souvenirs, ils ont choisi l'argent contre la famille. Alors je vais leur donner ce qu'ils veulent, l'argent de la maison. Mais ce sera tout ce qu'ils auront. Et quand cet argent sera épuisé, ils découvriront ce que c'est que d'être vraiment pauvres. Ils passent les 2 heures suivantes à verrouiller la forteresse financière de Claire. Quand elle sort du bureau, le chèque est en sécurité, les démarches sont lancées. Elle est riche, immensément riche. Elle marche sur l'avenue Montaigne. Les vitrines de luxe scintillent. Dior, Chanel, Louis Vuitton. Avant, elle passait devant en admirant la beauté, mais en se disant « ce n'est pas pour moi ». Aujourd'hui, tout est pour elle. Elle s'arrête devant la boutique Chanel. Elle voit son reflet dans la vitrine. Elle voit une vieille dame avec un manteau un peu démodé. Lucas avait dit qu'elle sentait la poussière et la vieillesse. Elle pousse la porte de la boutique. Une vendeuse s'approche, un peu hésitante en voyant la tenue de Claire, mais polie. « Bonjour madame, puis-je vous renseigner ?»« Bonjour, » dit Claire. « J'ai besoin d'une nouvelle garde-robe, complète. Je veux des vêtements qui disent que je suis invulnérable. » La vendeuse sourit, intriguée. « Je crois que nous avons exactement ce qu'il vous faut. » Claire passe l'après-midi à essayer des tailleurs en tweed, des robes en soie, des manteaux en cachemire. Elle achète des chaussures italiennes en cuir souple, des sacs à main qui coûtent le prix d'une voiture. Elle ne regarde pas les étiquettes. Elle achète une nouvelle peau, une armure. Quand elle ressort, vêtue d'un manteau noir aux boutons dorés, les lunettes de soleil sur le nez, ses cheveux coiffés par un salon voisin, elle est méconnaissable. Elle n'est plus la petite vieille de province. Elle est une dame de Paris. Elle est Madame Claire Dubois, multimillionnaire. Elle rentre au Lutetia, les bras chargés de sacs portés par un chasseur. Dans sa suite, elle allume la télévision. Les informations parlent des grèves, de la météo. Rien ne semble avoir changé et pourtant tout est différent. Elle demande à la réception de lui fournir un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. Dès qu'elle l'a, elle envoie un seul message. Pas à Isabelle, à Jacques. C'est fait, je suis prête pour la suite. À 800 km de là, dans le manoir des Lavandes qui se vide peu à peu, Isabelle regarde son téléphone avec angoisse. « Elle ne répond toujours pas », dit-elle à Lucas, sa voix teintée d'une inquiétude qu'elle n'arrive pas à réprimer. « Ça fait 24 heures, et si elle avait fait une bêtise ? Et si elle n'était jamais arrivée à la résidence ?» Lucas, qui est en train de compter les bouteilles de vin de la cave pour les vendre aux enchères, hausse les épaules. « Ne sois pas dramatique, elle fait la tête, c'est tout. C'est sa façon de nous manipuler. Elle est sûrement assise dans sa chambre au Magnolia à attendre que tu rampes pour t'excuser. Ne cède pas, Isabelle. On signe demain chez le notaire. 1,5 million. Concentre-toi là-dessus. » Isabelle hoche la tête, mais un froid glacial lui parcourt l'échine. Elle a un mauvais pressentiment. Elle a l'impression que le silence de sa mère n'est pas un silence de bouderie, mais un silence de mort, ou pire, un silence de guerre. À Paris, Claire commande un dîner gastronomique dans sa suite. Elle mange seule face à la tour Eiffel qui s'illumine. Elle lève son verre vers la tour scintillante. « À nous deux, Paris. Et à vous, mes chers enfants. Profitez bien de votre victoire. Elle a un goût de poison et vous ne le savez pas encore. » La nuit tombe sur la ville lumière. Mais pour Claire, c'est l'aube d'une nouvelle vie. Une vie où elle ne sera plus jamais la victime. 3 mois ont passé depuis ce Noël fatidique. Paris est passé du gris de l'hiver aux premières lueurs timides du printemps, mais dans l'appartement du 16e arrondissement, avenue Foch, c'est l'été artificiel de la richesse soudaine. L'appartement est immense. 250 mètres carrés de marbre froid, de moulures dorées et de meubles design italiens si bas qu'il est difficile de s'en relever. C'est un décor de théâtre, une vitrine conçue pour impressionner. Isabelle traverse le salon, ses talons claquant sur le parquet en pointe de Hongrie. Elle porte une robe de créateur, mais elle flotte un peu dedans. Elle a maigri. Ses yeux sont cernés malgré les couches d'anti-cerne coûteux. Elle s'arrête devant la grande baie vitrée. En bas, garée en double fil, une Porsche Panamera noire rutilante bloque la circulation. C'est la nouvelle voiture de Lucas. Il l'a achetée la semaine dernière, payé comptant. « Un outil de travail indispensable pour mon image », avait-il dit. La porte d'entrée s'ouvre à la volée. Lucas entre, le téléphone collé à l'oreille, une cigarette électronique à la main, remplissant le hall d'une odeur écœurante de fruits chimiques. Il a changé.
Il est plus nerveux, plus agité. Ses yeux scannent la pièce en permanence, comme une bête traquée. « Oui, je te dis d'acheter. Double la mise sur le Bitcoin et les actions tech. Le marché va rebondir. C'est une correction technique !» hurle-t-il dans son téléphone avant de raccrocher brutalement. Il jette sa veste en cuir d'autruche sur un fauteuil immaculé. « Tu as vu la voiture ?» lance-t-il à Isabelle sans la regarder, se dirigeant vers le bar en cristal. « Elle est magnifique, non ? Le voiturier du Fouquet's m'a fait des compliments. »« Elle coûte 120 000 €, Lucas, » répond Isabelle, la voix serrée. « En plus des 50 000 de la montre, des 20 000 de ton club privé, l'argent de la maison fond comme neige au soleil. » Lucas se verse un whisky, un verre trop plein pour être mondain. Il se retourne, le visage déformé par un mépris soudain. « Arrête avec ta mentalité de comptable de province, Isabelle. On ne dépense pas, on investit. Pour faire de l'argent à Paris, il faut montrer qu'on a de l'argent. C'est la règle. Mon projet de crypto-banque va nous rapporter 10 fois la mise d'ici l'été. » « Ton projet ?» Isabelle s'avance, bravant sa peur. « Je n'ai vu aucun contrat, Lucas, aucun papier officiel, juste des graphiques sur ton ordinateur et des déjeuners avec des types qui ont l'air de sortir de prison plutôt que d'une école de commerce. » Lucas pose son verre avec violence. Le cristal manque de se briser. « Tu n'y connais rien. Tu es comme ta mère, timorée, frileuse. Si je t'avais écouté, on serait encore en train de tailler des rosiers à Toulouse. Grâce à moi, tu vis avenue Foch. »« Grâce à l'argent de maman !» crie Isabelle. Le nom de Claire jette un froid. Depuis 3 mois, c'est le fantôme qui hante l'appartement. « Parlons-en de ta mère !» ricane Lucas, s'approchant d'elle, son haleine chargée d'alcool. « On ne sait même pas si elle est vivante. Elle me répond pas, elle boude. Laisse-la pourrir dans sa maison de retraite. » Isabelle détourne le regard, une boule dans la gorge. Elle a essayé d'appeler la résidence Les Magnolias une fois, il y a 2 semaines, prise de remords. La secrétaire lui avait dit de patienter, mais Isabelle avait raccroché, par lâcheté, par honte. « Je vais faire les courses, » dit-elle pour fuir la conversation. « Prends la carte Platinum, » dit Lucas en lui tendant un rectangle de métal noir. « Et achète quelque chose de sexy pour ce soir. On a un dîner avec des investisseurs russes. Sois belle et tais-toi. » Isabelle prend la carte, elle sort de l'appartement, étouffant un sanglot. 2 heures plus tard, dans une boutique de lingerie luxe rue Saint-Honoré, Isabelle a choisi un ensemble en soie noire. Elle se sent sale, comme si elle se prostituait pour les affaires de son mari. Elle tend la carte Platinum à la vendeuse. La vendeuse l'insère dans le terminal. Quelques secondes d'attente, un bip sonore, désagréable, final. La vendeuse fronce les sourcils, réessaie. Bip. « Madame », dit la vendeuse, baissant la voix pour ne pas alerter les autres clients, « la carte est refusée. » Isabelle sent le sang quitter son visage. « C'est impossible, il y a plus d'1 million d'euros sur ce compte. » Le terminal indique fonds insuffisants ou plafond dépassé. Avez-vous un autre moyen de paiement ? Isabelle fouille dans son sac, les mains tremblantes. Elle sort sa propre carte personnelle, celle de son ancien compte. Elle prie. Ça passe. Elle sort de la boutique en courant, l'estomac noué. Elle rentre à l'appartement en taxi, le cœur battant à tout rompre. Elle ouvre la porte, Lucas est affalé sur le canapé, entouré de dossiers éparpillés. Il a la tête entre les mains. « Lucas ?» Il ne bouge pas. « La carte a été refusée, Lucas. Pourquoi la carte a été refusée ?» Il lève lentement la tête. Ses yeux sont injectés de sang. Il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 heures. « Ils ont tout bloqué, » murmure-t-il, la voix blanche. « Qui ?»« La plateforme de trading, le site. Il a disparu. Erreur 404. » Il éclate d'un rire nerveux, hystérique. Le courtier ne répond plus. Son numéro n'est plus attribué. Isabelle laisse tomber son sac. Le bruit sourd résonne dans le silence de marbre. « Combien ?» demande-t-elle. « Combien tu avais mis sur ce compte ?» Lucas se lève, vacille. Il va vers la fenêtre, regardant sa Porsche en bas. « Tout !» Le mot flotte dans l'air, irréel. « Tout !» hurle Isabelle, se précipitant sur lui, le saisissant par le revers de sa chemise. « Tu as mis l'argent de la maison de ma mère, 1,5 million d'euros, sur un site internet ? On appelle ça un effet de levier !» crie Lucas en la repoussant violemment. Isabelle trébuche et tombe sur le canapé. « Ça devait rapporter 30% par mois. Je voulais nous mettre à l'abri pour toujours. » Tu as tout perdu. Isabelle est en état de choc. On n'a plus rien. Il reste de quoi payer le loyer de ce mois-ci, et peut-être les courses. Mais la voiture est en leasing. Ils vont la reprendre si je ne paie pas la traite. Il se passe la main dans les cheveux, tirant déçu comme un fou. « C'est de ta faute.
hurle-t-il soudain, se tournant vers elle avec une haine pure. Ma faute ? Oui. Si ta mère n'avait pas été si radine, si elle nous avait donné l'argent plus tôt, j'aurais pu investir dans l'immobilier quand les taux étaient bas. Mais on a dû attendre, on a dû se battre pour vendre cette maudite baraque. Et 1,5 million, c'est quoi à Paris ? C'est rien, c'est de la monnaie. Ta mère nous a donné des miettes. Il est en plein délire paranoïaque, cherchant un bouc émissaire pour sa propre incompétence. Isabelle le regarde, et pour la première fois, elle voit le monstre sans le masque. Elle voit un homme faible, joueur, menteur, qui l'a manipulé pour dépouiller la seule personne qu'il aimait vraiment. « Je vais appeler maman », dit Isabelle en se levant, prise d'une panique soudaine, un besoin viscéral de refuge. Elle a sûrement encore des économies, ou peut-être qu'on peut récupérer quelques meubles. C'est pathétique. Elle est pathétique. Elle cherche encore à prendre. Elle compose le numéro de la résidence Les Magnolias. Lucas ne l'arrête pas. Il est prostré, espérant lui aussi un miracle venant de la vieille femme qui l'a jeté dehors. « Allô ? Résidence Les Magnolias, bonjour ?»« Bonjour, » dit Isabelle, la voix chevrotante. « Je suis Isabelle Dubois, la fille de Madame Claire Dubois. Je voudrais lui parler, c'est urgent. » Un silence au bout du fil, puis le bruit d'un clavier. « Madame Dubois ? Claire Dubois ? Oui, elle est arrivée chez vous le 23 décembre. »« Je suis désolée, madame, » dit la réceptionniste d'un ton perplexe. « Nous avons bien eu une réservation au nom de Madame Dubois par Monsieur Lucas, mais elle a été annulée. » Isabelle se fige. « Annulée ? Oui. Madame Dubois ne s'est jamais présentée. Nous avons essayé de joindre Monsieur Lucas plusieurs fois pour le prévenir, mais nous tombions sur sa messagerie. Nous pensions que vous aviez changé d'avis. » Le téléphone glisse des mains d'Isabelle et tombe sur le tapis. « Elle n'y est pas, » murmure-t-elle. « Quoi ?» grogne Lucas. « Maman n'est jamais allée à la maison de retraite. » Isabelle se tourne vers Lucas, les yeux écarquillés par une terreur nouvelle. « Où est-elle, Lucas ? Tu l'as mise dans le taxi, tu as dit qu'elle partait là-bas. » « Je l'ai mise dans le taxi, » se défend Lucas. « Après, ce qu'elle fait, ce n'est pas mon problème. Elle est peut-être allée chez une copine ou à l'hôtel. »« Ça fait 3 mois, » crie Isabelle. « Une femme de 73 ans, seule, sans maison, sans famille, en plein hiver. Et si elle était morte ? Et si elle était morte de froid dans la rue par notre faute ?» L'image de sa mère, errant dans la neige avec sa valise, frappe Isabelle avec la violence d'un camion. La culpabilité, qu'elle tenait en laisse depuis des mois, lui saute à la gorge. Elle court vers la fenêtre, regardant Paris. La ville lumière lui semble soudain être une gueule ouverte, prête à l'avaler. On sonne à la porte. Un son impérieux, autoritaire. Lucas se sursaute. N'ouvre pas, c'est peut-être l'huissier pour la voiture. Mais Isabelle y va. Elle ouvre. Ce n'est pas un huissier, c'est un homme en costume sombre, portant une mallette. Il a l'air grave. « Monsieur et Madame Lucas ?» demande-t-il. « C'est nous. Je suis inspecteur de la brigade financière. Nous avons reçu une plainte concernant une société écran de crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi des fonds d'origine suspecte. Pouvez-vous nous expliquer la provenance exacte de 1,5 million d'euros que vous avez virés aux îles Caïmans la semaine dernière ?» Léka devient blanc comme un linge. Il recule, trébuchant contre le guéridon de l'entrée. Un vase Ming, faux, tombe et se brise en 1000 morceaux. Le château de cartes vient de s'écrouler. Et Isabelle réalise, avec une horreur absolue, qu'ils ne sont pas seulement ruinés, ils sont piégés. Et quelque part, dans l'ombre de cette ville immense, elle a le sentiment étrange que quelqu'un les observe. L'appartement de l'avenue Foch ne ressemble plus à un palais. Il ressemble à une carcasse. En l'espace de 2 semaines, les vautours sont passés. D'abord les inspecteurs de la brigade financière qui ont saisi les ordinateurs et gelé les comptes bancaires restants. Ensuite, les huissiers. Ces hommes en gris et au visage fermé qui ont emporté les meubles design, les tableaux et même la télévision géante. Il ne reste que le vide et l'écho. Isabelle est assise sur le sol du salon, sur le parquet froid. Elle porte le même tailleur depuis 2 jours, froissé, taché. Elle regarde le rectangle plus clair sur le mur où était accroché un tableau contemporain hors de prix. C'est tout ce qu'il reste de sa fortune, des traces de poussière sur les murs. Lucas n'est pas rentré depuis 48 heures. Son téléphone est sur messagerie. Isabelle oscille entre la terreur qu'il lui soit arrivé quelque chose et la certitude glaçante qu'il est en train de préparer sa sortie. Soudain, la serrure claque. Isabelle sursaute, un espoir idiot faisant battre son cœur. « Lucas ?» appelle-t-elle en se relevant péniblement. Lucas entre. Il n'a pas l'air d'un homme ruiné. Il porte un costume neuf, une valise à roulettes dans une main et un sac de voyage dans l'autre. Il ne la regarde pas.
Il se dirige droit vers la chambre à coucher d'un pas décidé. Isabelle le suit, trottinant derrière lui comme un chien battu. « Où étais-tu ? J'étais morte d'inquiétude. L'avocat a appelé. Il dit que nous risquons d'être inculpés pour complicité de fraude si nous ne prouvons pas notre bonne foi. Il faut qu'on se serre les coudes, Lucas. » Lucas entre dans la chambre, jette sa valise sur le lit, le seul meuble que les huissiers n'ont pas encore pris car la literie est insaisissable. Il commence à ouvrir les placards, ceux qui contiennent encore ses vêtements. « On » répète-t-il avec un petit rire sec, sans se retourner. « Il n'y a pas de on, Isabelle. Il n'y a que toi. » Isabelle s'arrête sur le seuil. « Quoi ?» Lucas se tourne enfin vers elle. Son visage est calme, effroyablement calme. Le masque de l'époux aimant, ou même celui de l'homme d'affaires stressé, est tombé. À la place, il y a un visage lisse, indifférent, presque ennuyé. « Je pars, Isabelle. J'ai pris un billet pour Dubaï. L'avion décolle dans 3 heures. »« Dubaï ? Mais et moi ? Et l'enquête ? Et nos dettes ?» Lucas hausse les épaules en pliant une chemise en soie. « Tes dettes, ma chérie, tes dettes. Regarde bien les statuts de la société d'investissement que tu as signée aveuglément il y a 3 mois. Tu es la gérante légale. Je ne suis qu'un consultant externe. La responsabilité pénale et financière, c'est pour toi. » Le sol semble se dérober sous les pieds d'Isabelle. Elle se tient au cadre de la porte pour ne pas tomber. « Tu m'as piégée ?» murmure-t-elle, les larmes montant aux yeux. « Mais je suis ta femme. Nous sommes mariés depuis 10 ans. » Lucas ferme sa valise avec un clic définitif. Il s'approche d'elle, non pas pour la consoler, mais pour la détruire une dernière fois. « 10 ans, soupire-t-il, comme s'il parlait d'une corvée. 10 ans à supporter tes dîners ennuyeux, tes complexes, ta médiocrité. Tu pensais vraiment que je t'aimais pour ta conversation ? » Il rit doucement, un son cruel qui résonne dans la chambre vide. « Je t'ai épousée parce que tu étais la fille unique d'une propriétaire terrienne riche. Je t'ai épousée pour le manoir. Je t'ai épousée pour l'héritage. J'ai attendu, Isabelle. J'ai attendu que ta mère meure. Mais cette vieille sorcière a la peau dure. Alors j'ai dû accélérer les choses. » Isabelle recule, horrifiée. L'homme qu'elle a devant elle est un monstre, un parasite qui s'est nourri de sa vie. « Tu es un monstre !»« Non, je suis un opportuniste, » corrige-t-il froidement. « Et toi ? Regarde-toi. Tu as 45 ans. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as plus de carrière, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de mère. Tu es vide, Isabelle. Tu ne sers plus à rien. » Il vérifie sa montre. « Ah, et j'ai oublié de te dire. Je ne pars pas seule. Élodie m'attend en bas dans le taxi. Tu sais, la stagiaire de 22 ans. Elle, au moins, elle ne pleurniche pas. Et elle a un père qui est banquier aux Émirats. Une bien meilleure mise que toi. » C'est le coup de grâce. L'adultère, l'abandon, le vol, tout se mélange dans une nausée insupportable. « Sors !» hurle-t-elle, se jetant sur lui, le frappant de ses poings faibles sur la poitrine. « De chez moi ?» Lucas l'attrape par les poignets sans effort et la repousse violemment. Elle tombe en arrière, heurtant le matelas. « De chez toi ?» Il sort une enveloppe de sa poche intérieure et la jette sur le lit à côté d'elle. « C'est l'avis d'expulsion. Le loyer n'est pas payé depuis 2 mois. Le propriétaire reprend les lieux demain matin à 8 heures. Tu es à la rue, littéralement. » Il saisit ses bagages. Il marche vers la porte. « Adieu, ne cherche pas à me contacter. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce. Motif, faillite personnelle du conjoint. C'est très pratique. » Il sort. Isabelle entend ses pas s'éloigner dans le couloir, puis la porte d'entrée claquer. Le silence revient, plus lourd, plus mortel. Isabelle reste prostrée sur le lit pendant des heures. La nuit tombe. L'appartement plonge dans l'obscurité car l'électricité a été coupée dans l'après-midi. Elle a froid. Ce froid terrible qu'elle ressentait chez sa mère le jour de Noël. Elle se souvient des mots de Lucas à l'époque. « Tu as 48 heures. » Elle se souvient de sa mère, emballant ses affaires à la lueur d'une lampe. Isabelle se lève dans le noir. Elle n'a pas 48 heures. Elle a jusqu'à demain matin. Elle prend un sac poubelle. Elle n'a même pas de valise. Lucas a pris la sienne. Elle y jette quelques vêtements au hasard. Elle prend son sac à main. Elle regarde autour d'elle. Il n'y a rien à emporter. Pas de photos, pas de souvenirs. Elle a tout brûlé, tout vendu, tout détruit. Elle sort de l'appartement. Elle laisse les clés sur le comptoir de la cuisine. Elle descend les escaliers à pied, l'élévateur étant en panne ou bloqué. Dehors, Paris est impitoyable. Il pleut, une pluie battante, glaciale, qui nettoie les trottoirs mais salit les âmes. Isabelle marche sur l'avenue Foch. Elle passe devant les immeubles de luxe, les ambassades.
Elle voit des familles dîner derrière des fenêtres éclairées. Elle voit de la chaleur, elle voit de l'amour. Elle n'a nulle part où aller. Ses amis? C'étaient les amis de Lucas, ou des relations d'affaires qui ne répondront plus maintenant qu'elle est ruinée. L'hôtel? Sa carca bloquée. Elle marche jusqu'à l'épuisement. Elle se retrouve près d'une station de métro. Elle s'assoit sur un banc public, trempée jusqu'aux os. Elle serre son sac poubelle contre elle. Des passants l'évitent, détournant le regard. Pour eux, elle n'est qu'une femme ivre ou folle, une épave. Soudain, une pensée la transperce. Maman. Où est-elle? Est-elle dans la rue, comme elle? Est-elle morte de froid? Isabelle fouille dans son sac à main pour trouver son téléphone. Il lui reste 10% de batterie. Elle compose le numéro de l'ancien fixe du manoir, un réflexe absurde, sachant qu'il n'y a personne. Ce numéro n'est plus attribué. Elle essaie le portable de sa mère. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Isabelle laisse tomber le téléphone sur le banc. Elle éclate en sanglots. Pas des larmes de colère ni de frustration, mais des larmes de réalisation pure et dure. Elle revoit la scène, le foyer, la photo déchirée, le regard digne de sa mère qui partait en taxi. Tu as brûlé tes souvenirs. J'espère que les cendres te tiendront chaud. Elle regarde ses mains vides. Elle n'a même pas de cendres. Elle n'a rien. « Pardon, maman !» hurle-t-elle dans le bruit de la circulation, sa voix se perdant dans le grondement de la ville indifférente. « Pardon, je ne savais pas, je ne savais pas !» Un homme s'arrête devant elle, un sans-abri, poussant un caddie rempli de ferraille. Il la regarde avec pitié. Il fouille dans sa poche et en sort une pièce de 2 €. Il la lui tend. « Tiens, ma petite dame, va te payer un café chaud. Ça a l'air d'aller mal. » Isabelle regarde la pièce dans la main sale de l'homme. C'est la première fois depuis des mois que quelqu'un lui donne quelque chose sans rien attendre en retour. L'ironie est mordante. Un mendiant a plus de cœur que son mari milliardaire. Elle ne prend pas la pièce. Elle baisse la tête, honteuse. « Gardez-la, monsieur. Je ne mérite rien. » L'homme hausse les épaules et s'éloigne. Isabelle reste seule. Elle a faim. Elle a froid. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle a peur. Vraiment peur. Elle ferme les yeux et essaye de se souvenir de l'odeur de vanille, l'odeur de la cuisine de sa mère. Mais l'odeur a disparu, remplacée par l'odeur du pot d'échappement et de la pluie acide. C'est sa première nuit en enfer, et elle sait, au fond d'elle, qu'elle l'a construite pierre par pierre. Novembre est arrivé sur Paris comme une malédiction. Ce n'est pas le novembre romantique des cartes postales, avec ses feuilles d'or tourbillonnant le long de la Seine. C'est un novembre gris, humide, une chape de plomb qui écrase la ville et pénètre jusqu'à la moelle des os. Dans l'arrière-cuisine d'un bistrot crasseux du quartier de Barbès, une femme est penchée au-dessus d'un évier industriel rempli d'une eau grasse et brûlante. La vapeur lui fouette le visage, collant des mèches de cheveux ternes sur son front en sueur. Ses mains, autrefois manucurées et douces, sont maintenant rouges, gercées, gonflées par l'eau de Javel et le détergent bon marché. Ses ongles sont cassés, noircis. C'est Isabelle. 6 mois. Il a fallu 6 mois pour transformer la princesse de l'avenue Foch en cette ombre anonyme qui gratte les restes de purée séchée sur des assiettes ébréchées. 6 mois d'une descente aux enfers vertigineuse, une chute libre sans parachute. « Allez, la nouvelle, ça dort là-dedans? J'ai encore 3 bacs de verre qui attendent !» hurle le patron, un homme massif au tablier taché de vin, en claquant une pile d'assiettes sales sur le plan de travail métallique. Isabelle sursaute, manquant de lâcher une assiette glissante. « Oui, monsieur, tout de suite, messieurs !» murmure-t-elle, la tête basse. Sa voix est éraillée. Elle a appris à ne plus répondre, à ne plus argumenter, à ne plus lever les yeux. L'orgueil est un luxe de riche, les pauvres n'ont que l'obéissance. Elle frotte plus fort, sentant ses épaules la brûler. Elle travaille 10 heures par jour, 6 jours sur 7, pour le SMIC, payée au noir la moitié du temps. Quand son service se termine enfin, à minuit passé, elle sort par la porte de derrière, là où l'on sort les poubelles. L'odeur des ordures en décomposition se mélange à l'odeur de friture froide qui imprègne ses vêtements.
Elle ne possède plus de manteau en cachemire. Elle porte une doudoune synthétique trop grande, achetée 3 € chez Emmaüs, et des baskets dont la semelle commence à se décoller, laissant entrer l'eau glacée des trottoirs. Elle marche. Elle n'a pas les moyens de prendre le métro tous les jours. Sa maison est une chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur, sous les toits, dans le 18e arrondissement. Une pièce insalubre, avec un matelas à même le sol, une fenêtre qui ne ferme pas bien et des toilettes sur le palier qu'elle partage avec 3 autres locataires misérables. La rue est sombre. Les décorations de Noël commencent à apparaître dans les vitrines des grands magasins, des guirlandes scintillantes qui semblent se moquer d'elle. Il y a 1 an, elle planifiait ses vacances aux Maldives. Il y a 1 an, elle commandait du champagne. Aujourd'hui, elle compte les centimes dans sa poche. 3,40 €. De quoi acheter une baguette et peut-être une boîte de sardines. Elle passe devant une boulangerie encore éclairée. La vitrine est une explosion de couleurs chaudes. Bûches au chocolat, galettes dorées, pain d'épices. Mais ce n'est pas la vue qui l'arrête. C'est l'odeur. L'extracteur d'air de la boulangerie crache un nuage chaud sur le trottoir humide. Vanille, beurre, sucre caramélisé. Isabelle se fige. Le monde autour d'elle s'arrête. Les bruits de la ville, les klaxons, les sirènes de police, tout s'estompe. Il ne reste que cette odeur. C'est l'odeur de la cuisine du manoir. C'est l'odeur des mains de sa mère. Une vague de souvenirs la frappe avec la violence d'un tsunami. Elle se revoit assise dans le salon, rejetant l'assiette de sablé. « Je ne mange plus de sucre, maman, c'est mauvais pour la peau. » Elle sent les larmes monter, chaudes, brûlantes, incontrôlables. Elle appuie son front contre la vitre froide de la boulangerie. Elle a faim, une faim qui lui tord les entrailles. Mais ce n'est pas une faim de nourriture, c'est une faim d'amour, une faim de pardon. Elle donnerait tout, absolument tout, ses anciens millions, sa beauté perdue, sa vie même, pour juste un de ces sablés qu'elle a méprisés. Elle donnerait tout pour entendre la voix de sa mère dire « Allez, juste un, pour Noël ». À l'intérieur de la boutique, une femme âgée achète une brioche pour sa petite fille. La grand-mère ajuste l'écharpe de l'enfant avec une infinie tendresse. L'enfant rit et embrasse la main rudée de sa grand-mère. Isabelle détourne le regard, incapable de supporter cette vision. C'est comme regarder le paradis depuis les grilles de l'enfer. Elle a eu ça, elle a eu cet amour inconditionnel, et elle l'a jeté au feu, comme cette photo déchirée. Elle s'éloigne de la vitrine, titubant presque, aveuglée par les larmes. Elle s'assoit sur un banc mouillé, indifférente au froid qui traverse son jean usé. Elle tremble, de froid, de faim, de honte. « Maman !» gémit-elle dans la nuit. C'est la première fois qu'elle prononce ce mot à voix haute depuis des mois. « Maman, j'ai froid !» Elle fouille dans son sac à dos effrité. Elle en sort son téléphone, un vieux modèle à écran brisé qu'elle a racheté aux secondes mains. Elle n'a plus de forfait, juste une carte prépayée pour les urgences. Est-ce une urgence ? C'est une question de vie ou de mort pour son âme. Elle compose le numéro. Pas celui du manoir, elle sait qu'il est vide. Elle compose le numéro de tante Solange, une cousine éloignée de sa mère qui vit à Lyon. Peut-être que Solange sait, peut-être que Solange a des nouvelles. Ça sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Allô ?» fait une voix ensommeillée. Isabelle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Sa gorge est nouée par un étau de fer. Que va-t-elle dire ? Bonjour, c'est Isabelle, la fille ingrate qui a mis sa mère à la porte, qui a perdu l'héritage familial dans des escroqueries et qui lave maintenant des assiettes pour survivre ? La honte est trop forte. Elle est toxique. Elle paralyse. Allô ? Y a quelqu'un ? Répète la voix agacée. Isabelle raccroche. Ses mains tremblent tellement que le téléphone lui glisse des doigts et tombe dans une flaque d'eau boueuse. Elle le ramasse précipitamment, l'essuyant sur sa manche. Elle ne peut pas appeler. Elle ne mérite pas d'appeler. Comment pourrait-elle affronter le regard de Claire ? Claire qui doit être quelque part, peut-être dans une petite chambre de bonne sœur, ou pire, une pensée terrifiante la traverse, une pensée qui la hante chaque nuit. Et si maman était morte ? Et si le chagrin l'avait tuée ? Si Isabelle rentrait maintenant et ne trouvait qu'une tombe ? Cette idée lui arrache un sanglot rauque, animal. Les passants s'écartent, gênés par cette femme qui pleure, seule, sur un banc. Isabelle se recroqueville, ramenant ses genoux contre sa poitrine, essayant de se faire toute petite, de disparaître. Elle se souvient des mots de Lucas. « Tu es vide, Isabelle. Tu ne sers plus à rien. » Pendant longtemps, elle a cru que Lucas avait raison. Mais ce soir, dans le froid de novembre, quelque chose change. La douleur est si vive qu'elle en devient purificatrice.
Le vernis de l'avenue Foch a totalement disparu. Il ne reste que la chair vive et un cœur qui bat encore. Elle regarde ses mains abîmées. Ses mains ont travaillé aujourd'hui. Elles ont gagné 50 € honnêtement. C'est peu, c'est dérisoire, mais c'est réel. C'est plus réel que les millions virtuels de Lucas. Elle se lève. Ses jambes sont lourdes, mais elle se tient debout. Elle ne peut pas rentrer chez sa mère maintenant. Pas comme ça, pas en mendiante. Claire ne voudrait pas de sa pitié et Isabelle ne veut pas de sa charité. Si elle doit revenir en ayant changé, vraiment changé. Elle reprend sa marche vers sa chambre. Sur le chemin, elle passe devant un panneau d'affichage municipal. Au milieu des publicités pour des concerts et des expositions, une petite affiche attire son attention. C'est une affiche sobre, blanche avec un logo bleu, une main ouverte tenant un cœur. Association La Table de Pierre. Besoin de bénévoles et d'aides-soignants pour l'hiver. Nous distribuons des repas et offrons un toit aux personnes âgées isolées. 6 rue des Martyrs, Paris. La Table de Pierre. Le nom la frappe. Son père s'appelait Pierre. C'est une coïncidence, bien sûr. Pierre est un nom courant. Mais pour Isabelle, en cette nuit de cygnes et de fantômes, cela ressemble à un appel. Elle s'arrête. Elle relit l'affiche. Aider les personnes âgées isolées. Elle pense à sa mère, seule quelque part. Elle ne peut pas aider sa mère ce soir. Elle ne sait même pas où elle est. Mais peut-être qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ressemble à sa mère. C'est une idée folle. Elle travaille déjà 10 heures par jour. Elle est épuisée. Mais l'idée s'accroche. C'est le premier lueur d'espoir, le premier but qu'elle entrevoit depuis 6 mois. Ce n'est pas un but financier, c'est un but moral. Si elle aide les autres, peut-être qu'elle pourra un jour se pardonner à elle-même. Peut-être que chaque repas servi à une inconnue sera une petite lettre d'excuse envoyée à Claire dans l'univers. Elle arrache le petit coupon avec l'adresse. Elle le serre dans sa main aussi fort qu'elle serrait autrefois ses bijoux. Elle lève les yeux vers le ciel noir de Paris. La pluie continue de tomber, glaciale, mais Isabelle ne la sent plus de la même manière. Ce n'est plus une punition, c'est un baptême. Elle rentre dans son immeuble, monte les 6 étages. Dans sa chambre minuscule, elle s'assied sur son matelas. Elle mange sa boîte de sardines froides. C'est un repas misérable, mais elle le mange avec une sorte de recueillement. Elle ferme les yeux et imagine sa mère. Non pas la mère riche qu'elle voulait dépouiller, mais la mère qui faisait des sablés. « Je vais te retrouver, maman. Mais d'abord, je dois retrouver celle que j'aurais dû être. » Elle s'endort recroquevillée sous sa mince couverture. Pour la première fois depuis des mois, elle ne rêve pas de Lucas, ni d'argent, ni de sa chute. Elle rêve d'un jardin en Provence, d'un grand chêne et d'une petite fille qui rit en courant vers les bras ouverts de sa mère. Demain, elle ira rue des Martyrs. Demain, elle commencera à remonter la pente. Non pas vers la richesse, mais vers l'humanité. Le chemin sera long, elle le sait. Mais au moins, elle connaît la direction. Le temps n'est plus une ligne droite. C'est une boucle de sueur, d'effort et de silence. Janvier. Isabelle est engagée à laisser à l'association La Table de Pierre. Pas comme directrice, pas comme cadre, comme aide-cuisine et nettoyeuse. Madame Hélène, la directrice de l'établissement, une femme robuste aux cheveux gris coupés courts, la regarde avec scepticisme lors de l'entretien. « Vous avez des mains de pianiste, pas de travailleuse », dit-elle en pointant les doigts d'Isabelle. « J'ai besoin de ces travails, madame. Je ferai n'importe quoi. » N'importe quoi? Les toilettes du premier étage sont bouchées. Commencez par là. Isabelle ne discute pas. Elle prend les gants, elle prend le seau, elle nettoie. Elle vomit sa fierté dans la cuvette, tire la chasse et recommence. Février. Le froid est mordant. Isabelle se lève à 5 heures du matin. Elle marche jusqu'à l'association. Elle épluche 50 kilos de pommes de terre avant que le soleil ne se lève. Ses mains saignent, ses dos la lancent. Mais le soir, quand elle sert la soupe chaude à Monsieur Martin, un sans-abri qui ressemble étrangement à son père et qui lui sourit en disant « Merci mon ange », elle ressent une chaleur qu'aucun radiateur de l'avenue Foch ne lui a jamais donnée. Mars. Elle ne porte plus de maquillage. Elle a coupé ses cheveux elle-même pour qu'ils ne la gênent pas. Elle a pris du poids, non pas de graisse, mais de muscles. Elle porte les caisses de légumes. Elle aide les infirmières à soulever les patients grabataires. Un soir, elle trouve un portefeuille oublié sur une table. Il y a 200 € dedans. C'est son loyer pour 2 mois. Elle regarde l'argent. Elle tremble. Puis, elle marche vers le bureau de Madame Hélène et pose le portefeuille sur la table. « Quelqu'un a oublié ça », dit-elle. Hélène la regarde par-dessus ses lunettes.
Elle note quelque chose dans un petit carnet noir. Isabelle ne le sait pas, mais c'était un test. Avril. Le printemps arrive. Isabelle est promue. Elle ne nettoie plus les toilettes. Elle est responsable de l'accompagnement des résidents en fin de vie. Elle passe des heures à tenir la main de Madame Rose, une vieille dame atteinte d'Alzheimer qui l'appelle Claire. À chaque fois que Madame Rose dit ce nom, le cœur d'Isabelle se brise et se ressoude un peu plus fort. « Je suis là, maman », murmure Isabelle, en jouant le jeu, caressant les cheveux blancs de la vieille dame. « Je ne te laisserai plus jamais. » Elle pleure souvent le soir dans sa chambre de bonne, mais ce ne sont plus des larmes de pitié pour elle-même, ce sont des larmes de guérison. Elle écrit des lettres à sa mère qu'elle n'envoie jamais. Elle demande pardon au vide. Mais, 1 an après le divorce, 1 an après la chute, Isabelle est méconnaissable. Elle est pauvre, mais elle est digne. Elle est épuisée, mais elle est vivante. Ce matin-là, l'agitation règne à l'association. On astique les sols, on sort les nappes blanches. « La fondatrice vient aujourd'hui », annonce Madame Hélène, l'air nerveux. « Tout doit être parfait. Isabelle, tu serviras le thé dans le bureau de direction à 15 heures précises. Mets une chemise propre. » Isabelle hoche la tête. Elle ne pose pas de questions. La fondatrice est une figure mythique ici. Personne ne l'a jamais vue. On dit qu'elle finance tout à distance, qu'elle sauve des vies par procuration. Isabelle l'imagine comme une vieille milliardaire excentrique. À 15 heures, Isabelle frappe à la porte en chêne massif du bureau de direction. Elle porte un plateau avec un service en porcelaine fine et des biscuits. « Entrez », dit la voix de Madame Hélène. Isabelle entre. La pièce est baignée d'une lumière douce. Madame Hélène est debout, respectueuse. Mais ce n'est pas elle qui attire le regard d'Isabelle. C'est la femme assise dans le grand fauteuil en cuir dos à la porte, regardant par la fenêtre les toits de Paris. Une silhouette élégante, un manteau de cachemire noir, une prestance qui impose le silence. Isabelle pose le plateau sur la table basse. Ses mains tremblent légèrement, un réflexe conditionné par la présence de l'autorité. « Votre thé, madame », dit Isabelle doucement. La femme dans le fauteuil ne bouge pas. « Merci, Isabelle », dit la voix. Le plateau glisse des mains d'Isabelle et s'écrase sur le tapis avec un fracas terrible. La théière se brise, l'eau chaude fume sur la laine. Mais Isabelle ne s'en soucie pas. Elle connaît cette voix mieux que sa propre respiration. La femme fait pivoter lentement le fauteuil. C'est Claire. Mais ce n'est pas la Claire de Provence, avec son tablier fleuri et son héririquier. C'est Claire impériale. Ses cheveux blancs sont coiffés en un chignon sophistiqué, elle porte des lunettes de créateur. Elle rayonne d'une puissance calme et terrifiante. Isabelle recule, trébuchant presque. Elle se plaque contre le mur, comme si elle venait de voir un fantôme. « Maman ?» Le mot sort comme un râle. Claire la regarde. Elle l'observe par-dessus ses lunettes. Elle voit tout. Elle voit les mains rouges et abîmées. Elle voit les vêtements bon marché. Elle voit les cernes. Elle voit la souffrance. Et surtout, elle voit l'absence d'arrogance. « Bonjour Isabelle », dit Claire. Sa voix est neutre, ni amoureuse, ni haineuse. Juste factuelle. « Tu es la fondatrice ?» balbutie Isabelle, son cerveau n'arrivant pas à traiter l'information. « C'est toi, la table de pierre ? Papa ?» J'ai beaucoup d'argent, Isabelle, simplement. 15 millions d'euros, pour être exact. Je les ai gagnés la semaine où tu m'as mise à la porte. Isabelle écarquille les yeux. Le choc est physique. Elle vacille. 15 millions. Elle se souvient de la maison vendue pour 1,5 million. Elle se souvient de sa cupidité pour des miettes alors que sa mère tenait un empire. L'ironie est si cruelle qu'elle en est presque drôle. Mais Isabelle ne rit pas. Et étrangement, elle ne ressent aucune colère, aucune envie. Juste une immense honte qui la submerge. Elle regarde les débris de la théière au sol. « Je vais nettoyer », dit-elle précipitamment, se baissant pour ramasser les morceaux de porcelaine à main nue, comme une servante prise en faute. C'est un réflexe de fuite. Elle veut disparaître sous le tapis. « Laisse ça », ordonne Claire. Isabelle se fige, un morceau de porcelaine coupant dans la paume. « Lève-toi, Isabelle. Regarde-moi. » Isabelle se relève lentement. Elle n'ose pas lever les yeux. Elle fixe les chaussures en cuir italien de sa mère. « Je suis désolée », murmure-t-elle. « Je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su, je ne serais jamais venue. Je ne voulais pas te demander d'argent. Je te jure, je travaille ici. Je gagne ma vie. Je sais », coupe Claire. Isabelle lève enfin les yeux, surprise de la douceur soudaine dans la voix de sa mère. Claire se lève. Elle contourne le bureau. Elle s'approche d'Isabelle. « Je sais tout, Isabelle.
Je sais que tu arrives à 5 heures du matin. Je sais que tu as rendu le portefeuille trouvé en mars. Je sais que tu as veillé Madame Rose jusqu'à son dernier souffle, la semaine dernière. » Claire sort une petite télécommande de sa poche et pointe vers un écran au mur. L'image change. C'est une vue de la cuisine de l'association. C'est Isabelle, il y a 2 mois, en train d'éplucher des légumes, chantant doucement une berceuse que Claire lui chantait autrefois. « Je t'ai regardé, » dit Claire. « J'ai demandé à Hélène de t'embaucher quand tu as postulé. Je voulais voir. »« Voir quoi ?» demande Isabelle, les larmes coulant librement sur ses joues sales. « Voir si mon éducation avait totalement échoué. Voir s'il restait quelque chose de ma fille sous la couche de vernis que ce Lucas avait peinte sur toi. Voir si tu étais capable d'aimer quelqu'un d'autre que toi-même. » Claire s'arrête à 1 mètre d'elle. « Tu étais devenue un monstre, Isabelle. Tu m'as brisé le cœur comme personne ne l'a jamais fait. » Isabelle tombe à genoux. Ce n'est pas théâtral, c'est l'effondrement d'un barrage. Elle attrape le bas du manteau de sa mère, non pour la retenir, mais comme on s'accroche à une bouée en pleine tempête. « Pardonne-moi, pardonne-moi, maman. Je t'en supplie. Pas pour l'argent, je m'en fiche de l'argent. Garde tout, donne tout à l'association. Je veux juste que tu saches que je regrette chaque mot, chaque geste. Je suis tellement seule sans toi. Je suis tellement désolée. » Elle sanglote, le visage enfri dans le tissu noir. Elle attend le rejet, elle attend le coup de pied, elle attend que Claire lui dise de partir comme elle l'a fait 6 mois plus tôt. Le silence dure une éternité. Puis Isabelle sent quelque chose. Une main chaude, familière, se pose sur ses cheveux courts et mal coupés. Une main qui caresse. « Relève-toi, ma fille, » dit Claire, la voix tremblante d'émotion retenue. Isabelle lève la tête. Claire pleure aussi, des larmes silencieuses qui coulent derrière ses lunettes de riche. « Tu as perdu ta maison, Isabelle. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ta fierté. » Claire se penche et prend le visage d'Isabelle entre ses mains. « Tu as perdu ta fierté, mais tu as retrouvé ton âme. Et ça vaut plus de 15 millions d'euros. » Claire tire doucement Isabelle vers le haut et la serre dans ses bras. C'est une étreinte puissante, désespérée, une fusion de 2 corps qui ont failli se perdre à jamais. Isabelle s'accroche à sa mère comme une enfant, sentant l'odeur de son parfum, mélange de luxe parisien et, très subtilement, de vanille persistante. « Tu m'as manqué, maman », pleure Isabelle dans son cou. « Toi aussi, ma chérie, toi aussi. » Claire recule légèrement, tenant Isabelle par les épaules. Elle essuie les larmes de sa fille avec son pouce. « Maintenant, va te laver le visage. Tu es affreuse, » dit Claire avec un petit rire mouillé, « et change de vêtements. Nous sortons dîner. » « Dîner ? Mais je n'ai rien à me mettre, et mon service n'est pas terminé. » Claire sourit. C'est le sourire de la victoire, non pas sur sa fille, mais sur le destin. « Je suis la patronne, Isabelle. Je te donne ta soirée, et pour les vêtements, » elle jette un coup d'œil à l'accoutrement misérable d'Isabelle, « on passera avenue Montaigne. J'ai un compte là-bas, mais cette fois, c'est moi qui choisis. » Isabelle sourit à travers ses larmes, un vrai sourire, pas celui des photos mondaines, un sourire brisé, recollé et magnifique. « Merci, maman. » Claire se tourne vers la fenêtre, regardant Paris qui scintille sous le soleil de mai. « Ne me remercie pas encore, le travail ne fait que commencer. J'ai de grands projets pour cette fondation, et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour la diriger, quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir faim. » Elle se retourne vers Isabelle. « Tu es prête à travailler pour de vrai, Isabelle ? Pas pour des sacs à main, mais pour les autres ?» Isabelle redresse la tête. Elle se sent plus riche à cet instant qu'elle ne l'a jamais été dans son penthouse. « Je suis prête, maman. Je suis prête. » 1 an a passé. L'été s'est installé sur l'Île-de-France, non pas avec la chaleur étouffante de la canicule, mais avec une douceur dorée qui fait chanter les cigales, même si elles sont moins nombreuses qu'en Provence. À 30 km de Paris, dans la commune verdoyante de Giverny, une maison blanche aux volets bleus se dresse au milieu d'un jardin luxuriant. Ce n'est pas un manoir, ce n'est pas un château, c'est une grande villa bourgeoise du XIXe siècle, élégante mais sans prétention, entourée de saules pleureurs et de massifs d'hortensias. Sur la plaque de cuivre à l'entrée du portail, on peut lire « Pavillon Henri, résidence de repos ». Mais ce n'est pas là que se trouve Isabelle ce matin. Isabelle est à Paris, au siège de la Fondation. Elle est assise derrière un bureau encombré de dossiers, de plans d'architectes et de photos d'enfants souriants. Elle porte un tailleur en lin beige, simple, chic, mais fonctionnel. Ses cheveux ont repoussé, formant un carré souple qui adoucit les traits de son visage. Elle n'a plus l'air affamée, ni physiquement, ni spirituellement. Elle a l'air solide. Son téléphone sonne. C'est Maître Verrier.
Bonjour Isabelle, dit la voix grave de l'avocat. Je t'appelle pour te confirmer la nouvelle. L'extradition a été validée ce matin. Isabelle marque une pause, son stylo en suspens au-dessus d'un contrat de subvention. Il rentre en France ? Demande-t-elle calmement. Oui, Lucas atterrira à Roissy ce soir, escorté par la police. Il sera immédiatement transféré à la prison de Fleury-Mérogis, en attente de son procès pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Il risque 10 ans ferme. Isabelle regarde par la fenêtre. Elle voit le ciel bleu. Elle pense à l'homme qui a partagé sa vie pendant 10 ans, l'homme pour qui elle a failli détruire sa mère. Elle cherche une émotion en elle. De la colère ? De la pitié ? De la joie ? Il n'y a rien. Juste une indifférence polie, comme si on lui parlait d'un étranger dont elle a lu l'histoire dans un journal. « Merci, Jacques, dit-elle. Et le divorce ? Prononcé aux torts exclusifs de l'époux. Tu es libre, Isabelle. Tu as repris ton nom de jeune fille. Tu es une Dubois, officiellement. Je l'ai toujours été, murmure-t-elle. J'avais juste oublié ce que ça signifiait. Elle raccroche. Elle ne fête pas la nouvelle. Elle ne pleure pas. Elle regarde l'heure. Il est midi. C'est samedi. Et le samedi, c'est sacré. Elle sort du bureau, saluant au passage les bénévoles qui s'affairent à préparer les colis alimentaires. « À lundi, Madame Isabelle !» lance un jeune étudiant qui charge des caisses. « À lundi, Thomas. N'oublie pas de vérifier les dates de péremption sur les conserves », répond-elle avec un sourire bienveillant mais vigilant. Elle monte dans sa voiture, une petite citadine électrique, pas une Porsche, et prend la route de Giverny. 1 heure plus tard, elle gare la voiture devant le pavillon Henri. L'air sent l'herbe coupée et le chèvrefeuille. C'est une odeur vivante. Dans la cuisine qui donne directement sur le jardin, Claire est assise à la grande table en bois brut. Elle écosse des petits pois frais. À 74 ans, elle semble avoir rajeuni. Ses traits sont détendus, son regard pétille derrière ses lunettes. Elle ne porte plus le poids du monde, ni celui de la trahison. Elle porte juste la légèreté de ceux qui ont pardonné. « Tu es en retard ?» dit Claire sans lever la tête, un petit sourire aux lèvres. Les petits pois n'attendent pas. « Il y avait des embouteillages sur la 13, maman, répond Isabelle en posant son sac et en venant embrasser sa mère sur la joue. Un baiser sonore, sincère. Et j'ai eu Verrier au téléphone. Claire s'arrête un instant. Elle regarde sa fille. « Lucas ? Prison, ce soir. » Claire hoche la tête lentement. Elle reprend son travail d'écossage. Pop, pop, pop. Le bruit rythmé des cosses qui s'ouvrent remplit le silence. « C'est triste, » dit Claire finalement. « Gâcher sa vie pour de l'argent qu'on n'a pas gagné. J'espère qu'il trouvera la paix un jour. » Isabelle regarde sa mère avec admiration. Après tout ce qu'il a fait, Claire est encore capable de compassion. C'est cette grandeur d'âme qu'Isabelle essaie d'imiter chaque jour, maladroitement, mais obstinemment. « Je vais préparer le déjeuner, » dit Isabelle en enfilant un tablier. « Assieds-toi au jardin, maman, tu as assez travaillé pour aujourd'hui. »« Tu vas cuisiner, toi ?» taquine Claire. « Je te rappelle que la dernière fois, tu as failli brûler le gratin. J'ai fait des progrès, et j'ai une surprise pour le dessert. » Claire sourit et sort dans le jardin, s'installant dans son fauteuil en osier sous le grand cerisier. Elle ferme les yeux, écoutant le vent dans les feuilles. Elle pense au manoir des Lavandes. Elle sait qu'il a été transformé en hôtel de luxe pour touristes américains. Les murs ont été abattus, la décoration changée. Mais elle ne ressent aucune douleur. Ses souvenirs ne sont pas dans les pierres. Ils sont ici, dans le rire de sa fille qui vient de la cuisine. 1 heure plus tard, elle déjeune à l'ombre des arbres. Le repas est simple. Une salade fraîche, du poulet rôti, du fromage de chèvre. Elle parle de la fondation. Isabelle raconte avec passion le projet d'ouvrir une nouvelle antenne à Marseille pour les jeunes en difficulté. Claire écoute, conseille, valide. Elles sont devenues des partenaires, des alliés. « Le dessert » annonce Isabelle en débarrassant les assiettes. Elle revient quelques minutes plus tard avec un plat. Claire regarde le plat et ses yeux s'embuent instantanément. Ce sont des sablés, dorés, irréguliers, saupoudrés de sucre glace. Et l'odeur, cette odeur de vanille de Madagascar qui transporte Claire 40 ans en arrière. « Tu as retrouvé la recette de grand-mère » demande Claire, la voix étranglée. « Je l'ai apprise par cœur » dit Isabelle en posant le plat. « Je me suis souvenue de ce que je t'ai dit ce Noël-là, que je ne mangeais plus de sucre, que c'était du poison.
Elle prend un sablé. Elle le rompt en deux, et elle entend une moitié à sa mère. « J'avais tort, maman. Le sucre, c'est la vie. C'est l'amour. » Claire prend le biscuit. Elle croque dedans. C'est le goût du pardon. C'est le goût des retrouvailles. « Ils sont parfaits, » murmure Claire. « Meilleurs que les miens. » Isabelle s'assoit, mais elle ne mange pas tout de suite. Elle fouille dans sa poche et en sort une enveloppe épaisse, couleur crème, scellée à la cire rouge. « Tiens, » dit Isabelle, « c'est pour toi. » Claire fronce les sourcils, un éclair d'inquiétude traversant son regard. L'image de l'enveloppe bleue de l'huissier, celle de l'expulsion, est encore gravée dans sa mémoire. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Claire. « Un bilan comptable ?»« Non, c'est mon cadeau. » Isabelle sourit, un sourire timide. « Ouvre-le. » Claire prend l'enveloppe. Ses mains tachetées par l'âge mais toujours élégantes brisent le sceau. Elle sort une lettre manuscrite, pas tapée à l'ordinateur, écrite à la main, avec l'écriture déliée et soignée d'Isabelle. Claire commence à lire à haute voix, doucement. « Maman, il y a 1 an et demi, je t'ai offert le pire des cadeaux. Je t'ai offert mon ingratitude, mon égoïsme et mon absence. Je t'ai donné 48 heures pour quitter ta maison, pensant que je construisais mon avenir. Je pensais que la richesse se mesurait en mètres carrés, en voitures de luxe et en comptes bancaires. J'ai couru après le vide et j'ai failli m'y noyer. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent à moi. La maison où nous vivons est à toi. La fondation est à toi. Même les vêtements que je porte, je les ai achetés avec mon premier salaire d'aide-soignante. Et pourtant, maman, je n'ai jamais été aussi riche, parce que j'ai compris une chose essentielle, une chose que tu essayais de m'apprendre depuis toujours et que j'étais trop aveugle pour voir. » La voix de Claire se brise, elle doit s'arrêter pour essuyer ses lunettes. Isabelle tend la main et prend la sonne de sa mère par-dessus la table. Claire reprend sa lecture. « J'ai compris que la famille, ce n'est pas le sang ou l'obligation, c'est le choix. C'est choisir d'être là quand l'autre tombe. C'est choisir de pardonner l'impardonnable. Tu as choisi de m'ouvrir tes bras alors que je méritais qu'on me ferme la porte. Tu as choisi de voir ta fille là où tout le monde ne voyait qu'une étrangère. Alors voici ma décision finale, maman. Ce n'est pas un acte notarié, c'est une promesse. Je promets de passer le reste de ma vie à rembourser cette dette d'amour. Je promets de veiller sur toi comme tu as veillé sur moi. Je promets d'honorer la mémoire de papa, non pas en gardant des murs, mais en construisant des ponts pour ceux qui n'ont rien. Je t'aime plus que tout dans le monde. Ta fille, Isabelle. » Claire pose la lettre sur la table. Le vent fait légèrement bruisser le papier. Elle regarde Isabelle. Les 2 femmes pleurent, mais ce sont des larmes douces, des larmes qui lavent les dernières cicatrices. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, » dit Claire. « Mieux que le manoir, mieux que les 15 millions. » « Ce n'est pas Noël pourtant, » répond Isabelle en souriant à travers ses larmes. « Pour moi, » dit Claire en se levant pour serrer sa fille dans ses bras, « tous les jours avec toi ici, c'est Noël. » La caméra s'éloigne doucement, montant vers les branches du cerisier, cadrant et 2 femmes enlacées dans ce gardin paisible. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, créant une mosaïque de lumière sur la table, sur les sablés et sur la lettre. Voix off de Claire. Sur un ton apaisé, sage, s'adressant directement au spectateur. « Vous savez, on passe notre vie à construire des murs, on s'enferme dans des maisons de briques, de pierre, de béton. On pense que c'est ça la sécurité, que c'est ça le patrimoine. Mais j'ai appris à 74 ans que les murs s'effritent, les toits s'effondrent, les actes de propriété se déchirent. La seule maison qui ne peut jamais être vendue, jamais être volée, jamais être détruite, c'est la maison que l'on construit dans le cœur de ceux qu'on aime. C'est là que j'habite maintenant, et c'est là que je resterai pour toujours. » L'image devient floue, baignée d'une lumière blanche et chaleureuse.